cœur du Marais, derrière les ruelles pavées et les façades anciennes, se dresse l'Hôtel de Sang, un joyau gothique figé dans le temps. Aujourd'hui, il abrite la paisible bibliothèque Forney, mais son histoire, elle, est tout sauf tranquille, car autrefois, ces murs ont vu couler le sang. Nous sommes au XVIe siècle. Marguerite de Valois, plus connue sous le nom de Reine Margot, séjourne ici. Belle, sulfureuse, insaisissable, ses amours font scandale. Un soir, l'un de ses jeunes favoris, à peine 18 ans, l'accompagne jusqu'à son carrosse. La nuit est silencieuse. Dans la ruelle sombre, il ne voit pas l'ombre qui l'attend. Un éclair d'acier, un souffle coupé et le jeune homme s'effondre. L'assassin, un ancien amant consumé par la jalousie. Margot, témoin de la scène, exige sur le champ qu'on le capture et qu'on l'exécute. Le sang a coulé devant l'Hôtel de Sang et depuis ce jour, on dit que l'âme du malheureux n'a jamais quitté les lieux. La légende est née. Les Parisiens rebaptisent le bâtiment l'Hôtel de Sang. On raconte que, les nuits sans lune, on entend encore des pas précipités dans les couloirs vides, comme une course vers une fuite impossible. Certains jurent avoir vu une silhouette pâle, vêtue à la mode du XVIe siècle, errer lentement dans la cour intérieure, comme si le drame se rejouait, encore et encore. Pour comprendre cette malédiction, il faut parler de Marguerite. Fille d'Henri II et de Catherine de Médicis, son destin fut scellé dès la naissance. Mariée à Henri de Navarre pour apaiser un royaume déchiré par les guerres de religion. Mais Margot n'était pas faite pour les mariages arrangés, elle aimait librement. Ses passions contrariées, ses liaisons scandaleuses et les tragédies qui jalonnèrent sa vie forgèrent une légende sombre, car partout où elle passait, la mort semblait la suivre. À 16 ans, elle aime le duc de Guise. On les sépare. Plus tard, elle épouse Henri de Navarre. 6 jours après leurs noces, Paris s'embrase lors de la nuit de la Saint-Barthélemy. Les rues se couvrent de cadavres, les murs ruissellent de sang. Les historiens diront que son mariage fut maudit. Et Margot, elle, traînera ce destin tragique jusqu'à la fin de sa vie. C'est dans ce contexte que survient le drame de l'Hôtel de Sang. En 1606, Marguerite vit encore ici, entourée de ses amants. Ce 5 avril, elle revient de la messe des Célestins. À ses côtés, Gabrielda de Saint-Julien, 20 ans à peine, un visage d'ange. Alors que le jeune homme descend du carrosse pour aider la reine, une ombre surgit. Olivier d'Olivier de Vermont, rival jaloux, frappe sans un mot. La lame perce la chair, le sang éclabousse les pavés. Marguerite hurle, qu'on le tue ce méchant. Tenez, voilà mes jarretières, qu'on l'étrangle. Gabriel meurt sous ses yeux. Le meurtrier est arrêté, exécuté. Mais Margot quitte l'Hôtel de Sang le lendemain, jurant de n'y jamais revenir. Elle le surnomme l'Hôtel maudit. Et depuis ce jour, la rumeur court. Certains affirment qu'à chaque nuit sans lune, l'ombre de Gabriel réapparaît, la même où il est tombé. D'autres disent avoir senti dans la cour un souffle glacé. Et puis il y a ces témoignages troublants. Des gémissements étouffés venant de nulle part. Un parfum de jasmin et d'ambre flottant soudain dans l'air. Le parfum que Margot portait. Et parfois, l'apparition fugace d'une silhouette féminine drapée dans une robe d'apparat, glissant le long des murailles. Toujours la même scène, toujours la même douleur. Aujourd'hui, l'Hôtel de Sang attire les passionnés d'histoire et les chasseurs de fantômes. Car ici, le temps semble suspendu. Le silence y a quelque chose de différent, comme si les pierres retenaient leur souffle. Certains prétendent que l'hôtel conserve les traces de ces drames, peut-être même les âmes de ceux qui y ont souffert. Alors si un jour vous poussez la lourde porte de l'Hôtel de Sang, écoutez bien, car dans les couloirs, sous les voûtes, dans l'ombre des escaliers, il se pourrait que vous ne soyez pas seul. Je suis policier depuis un peu plus de 6 ans. J'ai vu des corps, des bagarres qui tournent mal, des overdoses, mais rien, absolument rien ne m'a autant marqué que cette nuit-là. Depuis, j'en rêve encore. Et je me réveille toujours au même moment, juste avant d'ouvrir cette foutue porte. C'était en novembre 2023, un peu après minuit. Mon partenaire, Daniels, et moi faisions une garde tranquille. La radio grésillait doucement sur le tableau de bord, comme un ronron rassurant. Jusqu'à ce qu'elle crache un appel, une vérification de bien-être, une voix inquiète au bout du fil, un homme affolé qui avait reçu des messages étranges de son ex-petite amie, des textos incohérents, alarmants. L'adresse nous mène à un vieux bâtiment en briques, défraîchi comme rongé par le temps. Quand nous arrivons, il est minuit 45. La rue est morte, pas un souffle, pas un pas, pas même un bruit de télé ou de radio derrière les murs. Juste le moteur de notre voiture qui gronde faiblement. La femme habite au 2e étage, appartement 2B. Depuis la rue, aucune lumière, rien, comme une coquille vide. Pourtant, elle avait bien envoyé ses textos. On grimpe les escaliers, la tension déjà au fond de la gorge. Je frappe doucement d'abord. Police, on vient vérifier que tout va bien. Silence. Je frappe encore plus fort, le poing contre la porte et toujours rien. Daniels me lance un regard et me souffle, essaie de l'appeler. Je compose le numéro depuis notre portable de service.
Une sonnerie, deux, puis un déclic. Un souffle presque imperceptible qui grésille à l'autre bout, et puis la ligne coupe. À cet instant précis, on entend un son étouffé. À travers la fenêtre, sur la gauche, le téléphone qui sonne à l'intérieur. Elle est là, pas de doute. Madame, c'est la police. On sait que vous êtes là. Ouvrez. Un murmure répond, faible, pâteux, comme une bouche pleine de coton, suffisant pour qu'on prenne la décision. Si vous n'ouvrez pas, on défonce la porte. Encore une fois, le silence. Puis, un clic. Le verrou vient de céder, mais la porte reste close, comme si on nous invitait à entrer. Daniels et moi échangeons un regard, nos mains effleurent nos holsters. J'appuie doucement du pied et la porte s'ouvre. Ce que j'ai vu m'a glacé net. Debout au milieu du salon, une jeune femme oscillait d'avant en arrière, nue, trempée, amaigrie à l'extrême. Sa peau était d'une pâleur cadavérique, avec une teinte bleutée qui rappelait les victimes d'hypothermie. Ses mains saignaient, couvertes de coupures profondes, et ses yeux semblaient regarder à travers nous. Elle marmonnait des phrases incompréhensibles, la voix étranglée. Et puis l'odeur, un mélange poisseux de sang et de renfermé, un parfum métallique qui collait à la gorge. Je m'approche prudemment. « Madame, est-ce que vous m'entendez ?» Pas de réponse, juste son corps qui se balance, comme guidé par un rythme intérieur que nous ne pouvions pas entendre. Je demande à Daniels d'appeler une ambulance, et pendant qu'il s'exécute, j'attrape une couverture posée sur le canapé et l'enroule autour d'elle. Elle ne réagit pas, comme absente, et c'est là que je remarque les bougies, partout, alignées dans le salon, dans le couloir, même dans la salle de bain. Des dizaines de petites flammes qui dansaient, jetant des ombres mouvantes sur les murs. J'essaie un interrupteur, rien. Un autre, mort aussi. Il n'y avait pas d'électricité. Alors, on suit les bougies. Dans la chambre, sur les murs, des mots griffonnés à la hâte, avec du sang, son sang à elle sans doute. L'écriture tremblait, inégale, comme tracée par des mains gelées. Et ces quelques mots m'ont marqué à jamais. Serpent à 7 têtes. Dans la salle de bain, il y avait un autre mot, court, isolé et incompréhensible, dit. Et puis la baignoire. L'eau était stagnante, brune, épaisse. L'odeur âcre me montait au nez. En me penchant, j'ai compris qu'elle avait dû y rester assise pendant des heures. Comment était-elle encore vivante? Je n'en sais rien. Les ambulanciers sont arrivés rapidement. Ils l'ont enveloppée, perfusée et emmenée. En partant, l'un d'eux a soufflé. Si vous n'étiez pas arrivé maintenant, elle n'aurait pas survécu. Daniels et moi avons terminé la fouille. Pas d'effraction, pas de lutte, personne d'autre dans l'appartement. Juste ces bougies, ce sang et ces mots. Plus tard, de retour au poste, j'ai voulu comprendre. J'ai cherché. Le serpent à 7 têtes vient de la mythologie sumérienne, une créature terrassée par un dieu ancien et suspendue à son char. Quant au mot « Di », dans la divine comédie de Dante, Di est le nom de la cité infernale, là où se trouvent les cercles les plus sombres de l'enfer. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, si c'était une crise, une secte, un rituel ou quelque chose de plus ancien encore. Mais une chose est sûre, si son ex n'avait pas appelé, elle ne serait plus là aujourd'hui. Et moi, depuis cette nuit-là, je déteste les bougies. Los Angeles, une ville qui scintille sous les néons, symbole de grandeur et de rêve. Mais derrière cette façade de lumière se cache une autre réputation, celle de l'excès, du chaos et parfois même de la folie. Parmi toutes les histoires qui ont nourri l'imaginaire de cette cité, rares sont celles aussi étranges que celle de G. Warren Shufeldt. Dans les années 1930, cet ingénieur des mines fit une déclaration qui allait captiver la presse et intriguer la population. Sous les fondations de Los Angeles, affirmait-il, s'étendait un réseau de galeries millénaires, taillées par une civilisation oubliée, un peuple reptilien. Mais Shufeldt n'était pas un inconnu. Inventeur autoproclamé, il prétendait avoir mis au point une machine révolutionnaire, une radio à rayons X, capable de sonder les profondeurs de la Terre et de révéler ce que personne d'autre ne pouvait voir. Avec cet appareil, il affirma avoir découvert des tunnels immenses, un véritable labyrinthe caché sous la ville. Mais ce n'était pas seulement la présence de ces galeries qui l'obsédait, c'était l'histoire qu'il y associait. Car selon lui, ces passages remontaient à plus de 5000 ans et ils auraient été bâtis par une civilisation de reptiliens qui, après une catastrophe céleste, s'étaient réfugiés sous terre pour survivre. Cette légende n'était pas née de nulle part. Shufeldt s'appuyait sur des récits des Hopis, un peuple amérindien dont les traditions évoquaient l'existence de mondes souterrains. Pour lui, cela ne faisait aucun doute. Los Angeles dissimulait une cité perdue, une cité dont les galeries auraient été creusées grâce à des procédés chimiques capables de dissoudre la roche.
et où près d'un millier de familles reptiliennes auraient vécu. On racontait que les murs étaient recouverts d'or, symbole d'éternité, et consolidés par un ciment si parfait qu'aucune civilisation humaine n'avait su l'égaler. Selon la légende rapportée par Schuffelt, la cité tout entière formait la silhouette d'un reptile géant. Sa tête aurait reposé à l'emplacement actuel du Dodger Stadium, tandis que sa queue se serait étendue jusqu'à la bibliothèque centrale de Los Angeles. Fasciné, Schuffelt cartographia les lieux avec sa machine et affirma avoir détecté plus de 580 mètres de galeries, renfermant plusieurs salles souterraines. Mais surtout, il prétendait avoir localisé 16 cages d'or, dont une salle principale sous Times Mirror Square, qui aurait contenu 37 tablettes gravées. Selon lui, ces tablettes formaient une carte, un héritage laissé par cette mystérieuse civilisation disparue. En 1933, galvanisé par ces découvertes, Schuffelt obtint du conseil du comté l'autorisation de creuser. Les autorités locales, séduites par l'idée d'un trésor enfoui, acceptèrent même de partager équitablement les découvertes avec lui. Très vite, les journaux s'emparèrent de l'affaire et firent leur gros titre. Une cité reptilienne sous Los Angeles. Un trésor inestimable caché sous nos pieds. L'opinion publique retint son souffle. Les travaux commencèrent sur North Hill Street. À seulement quelques mètres de profondeur, certains journaux allèrent jusqu'à affirmer que les foreuses avaient déjà atteint de l'or. Mais la réalité était bien différente. Très vite, le chantier tourna au cauchemar. D'énormes blocs ralentissaient les forages, et à plus de 60 mètres, l'équipe heurta la nappe phréatique. Les galeries fraîchement creusées furent noyées sous des torrents de boue. Petit à petit, les journaux commencèrent à se désintéresser de l'affaire. On parla de manque de financement, d'un éboulement, ou simplement de l'échec d'un rêve trop grand. Entre 70 et 100 mètres sous terre, le projet fut abandonné, et avec lui, l'homme qui avait osé croire en cette légende sombra dans l'oubli. Schuffelt disparut presque totalement de la scène publique. On le retrouvera brièvement en 1957 à North Hollywood, avant qu'il ne s'efface définitivement de l'histoire. Jamais aucune preuve ne fut trouvée. Ni or, ni tablette, ni vestige d'un peuple reptilien. Pour les scientifiques, son récit n'était qu'une supercherie. Certains chercheurs, comme Paul Apodaca de l'université Chapman, affirmèrent que la version au pire racontée par Schuffelt n'était qu'une déformation exagérée, une légende détournée. Mais l'affaire n'a jamais cessé d'intriguer. En 1972, un randonneur affirma avoir croisé, sur le mont Shasta, une silhouette reptilienne humanoïde vêtue d'une chemise et d'un pantalon. Et avant même que Schuffelt ne commence ses forages, une femme déclara avoir eu une vision, celle d'une cité souterraine gigantesque cachée sous Pico Rivera. Alors, simple délire, obsession d'un inventeur marginal, ou véritable énigme que la ville des anges n'a jamais voulu révéler. Aujourd'hui encore, l'histoire de Schuffelt continue de hanter l'imaginaire collectif. Une légende rappelant que, sous nos villes modernes, sous l'asphalte et le béton, il existe peut-être des secrets enfouis, des vérités que personne n'ose encore dévoiler. Au cœur de l'État de New York, entre Buffalo et Rochester, se dresse une silhouette inquiétante, Rolling Hills Asylum. Derrière ses murs rongés par l'humidité, ses lits en fer rouillé et ses chaises bancales, l'air est lourd, presque suffocant. Même des décennies après sa fermeture, on a la sensation que la détresse s'est accrochée aux pierres comme une malédiction. Autrefois, c'est là qu'on envoyait les indésirables, les malades mentaux, les infirmes, les pauvres, tous ceux dont la société ne voulait pas. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec la fermeture des portes. Car aujourd'hui encore, beaucoup affirment que les couloirs sombres sont hantés par les cris des oubliés, des âmes brisées, tourmentées, errant dans l'ombre, incapables de trouver le repos. À l'origine, Rolling Hills n'était pas conçu pour enfermer. En 1827, on l'appelait le Genesee County Poor Farm, un refuge censé protéger les pauvres et les indigents. Mais très vite, tout a basculé. La misère était bien plus grande que prévu, les bâtiments se sont retrouvés saturés. On a ajouté des ailes, des dortoirs, toujours plus de lits, jusqu'à ce que le projet initial disparaisse. Le refuge est devenu un asile. On y parquait les aliénés, les orphelins, les veuves, les vagabonds, les alcooliques et même des criminels. Tous rejetés, tous oubliés. À Rolling Hills, la souffrance avait 1000 visages. Certains passaient leur journée à errer dans les couloirs, prisonniers de leurs pensées. D'autres mouraient seuls, dans le silence des dortoirs glacés.
Et pour beaucoup, le lieu devenait un labyrinthe de douleurs psychologiques, un endroit où le temps semblait suspendu. Les archives officielles recensent plus de 1700 décès derrière ces murs. La promiscuité, la faim, les maladies, la maltraitance, tout contribuait à un taux de mortalité effrayant. Dans le petit cimetière adjacent, des tombes sans nom, recouvertes de mousse, rappellent ces vies effacées. Et certains affirment même qu'une fosse commune reposerait quelque part sous la terre froide, là où des dizaines de corps ont été ensevelis, sans identité, sans prière, sans mémoire. Peut-être est-ce pour cela que le silence des lieux est trompeur, car ici, Rolling Hills n'est jamais vraiment vide. Les visiteurs racontent des phénomènes troublants, des pas précipités derrière eux alors que le couloir est vide, des cris étouffés dans les anciennes chambres, des mains glaciales qui frôlent une épaule, des portes qui claquent violemment sans courant d'air. Certains disent même avoir capturé des visages sur des photos, comme si les murs eux-mêmes retenaient les âmes prisonnières. Dans certains couloirs, des voix désincarnées murmurent, si basses qu'elles semblent se glisser directement dans vos oreilles. Et parmi les endroits les plus terrifiants, il y a le Shadow Hallway, le couloir des ombres. Jadis, c'était le dortoir des hommes. Aujourd'hui, les témoignages parlent d'apparitions régulières, des silhouettes fantomatiques, lentes, silencieuses, qui disparaissent en frôlant les murs, parfois tendant un bras avant de se volatiliser. Et l'esprit le plus célèbre ici, c'est Roy Krause, un homme atteint de gigantisme, placé à l'asile à 12 ans, où il vécut jusqu'à sa mort en 1942. Malgré sa carrure impressionnante, Roy était doux, presque attachant, mais son âme semble incapable de quitter ces lieux. En 1970, des décennies après sa mort, une employée raconta avoir vu sa silhouette immense au bout d'un couloir. Le lendemain, elle le revit, effondré, inerte, au bas d'un escalier. Et sur le mur, une empreinte sanglante énorme. Beaucoup depuis disent sentir sa présence, comme une ombre massive, toujours dans le couloir des ombres. Au premier étage, une autre entité hante les visiteurs. Hattie. De son vivant, Hattie était aveugle, connue pour saluer chacun d'un « hello », joyeux, répété encore et encore. Aujourd'hui, certains entendent encore cette voix, presque chantante, résonner dans les chambres abandonnées, comme une boîte à musique cassée. Et puis il y a l'histoire de Suzy Yenser, une ancienne gérante, qui menait une expérience avec des enquêteurs. Ils avaient disposé des objets dans une pièce, un bâton lumineux, une chaise pour enfants et un ballon. Dans le silence, la chaise s'est mise à osciller doucement, puis le ballon, immobile jusque-là, a roulé lentement, comme poussé par un souffle invisible. Un témoin affirme avoir vu un bras spectral surgir de nulle part, tenter d'attraper la balle, puis disparaître dans le néant. Depuis, cette salle est considérée comme l'une des plus hantées de Rolling Hills. Mais le pire reste l'ancienne infirmerie. Dans les années 30, elle était dirigée par une infirmière surnommée Nurse Amy. Les rumeurs racontent qu'elle se livrait à des pratiques occultes et murmurait des prières interdites la nuit dans le noir. Aujourd'hui, ceux qui s'en approchent parlent de rires démoniaques qui résonnent encore. Les murs portent la mémoire des supplications, des cris étouffés, des chaînes qu'on utilisait pour confiner les patients jugés dangereux. En 2012, une photo prise près de l'infirmerie a figé un détail glaçant. Une silhouette translucide, penchée, comme si elle observait celui qui tenait l'appareil. Depuis, même les plus courageux évitent cet endroit. Depuis 2007, Rolling Hills Asylum est ouvert au public. Certains viennent pour l'histoire, d'autres viennent pour chercher les fantômes. Mais tous repartent avec la même sensation, celle d'avoir été observés. Parce qu'ici, le passé ne dort jamais. Les murs transpirent la souffrance, et à travers les couloirs sombres, il suffit parfois d'un souffle, d'un murmure, pour comprendre que certaines âmes refusent d'oublier. Alors une question demeure. Que feriez-vous si les morts refusaient de vous laisser partir ? Pendant près de 2 ans, j'ai vécu une vie qui n'était pas la mienne, sous couverture. Mon rôle, infiltrer un réseau de narcotrafiquants dans le nord-ouest pacifique. Ces types faisaient entrer de l'héroïne et de la méthamphétamine médicale depuis l'Asie du Sud-Est. C'était un système parfaitement huilé. Des routes maritimes, des conteneurs, des intermédiaires et des pots de vin jusqu'au plus haut niveau. Mon boulot, ce n'était pas de les arrêter tous. Mon boulot, c'était de devenir l'un des leurs, gagner leur confiance, remonter la chaîne et les faire tomber de l'intérieur. Au début, on a attaqué leurs finances, on frappait leurs collecteurs, on interceptait leurs livraisons. Le but, les pousser à commettre des erreurs. Un réseau sous pression finit toujours par se fissurer. Mais ces gars, ce n'étaient pas des amateurs, c'étaient des paranoïaques professionnels. Et quand les arrestations ont commencé à tomber, trop parfaites pour être des coïncidences, ils ont flairé la taupe. Et là, tout a changé. Ils ont commencé à tester les membres, ce qu'ils appellent des épreuves de pureté. Chaque geste, chaque mot, chaque regard, tout était observé. La moindre erreur et tu disparaissais.
Je m'étais toujours dit que ce métier, c'était comme résoudre une équation. Si X plus Y égale confiance, alors je rentre chez moi vivant. Ne pas réfléchir, ne pas douter, jouer le rôle. Jusqu'au soir où tout a basculé. Leur chef de la sécurité, un type qu'on appelait Rip, a pris les commandes. Tout le monde le craignait. C'était lui qui réglait les problèmes. L'homme qui effaçait les témoins, celui qui faisait disparaître les corps. Et Rip avait reçu une mission, trouver la taupe. Un par un, les membres suspects disparaissaient. Parfois on retrouvait des morceaux, parfois rien du tout. Puis un soir, c'est tombé sur moi. Ils m'ont dit qu'on devait vérifier mes antécédents. Je savais ce que ça voulait dire. L'entrepôt où ils m'ont emmené, je m'en souviens encore. Pas d'odeur, pas de son, juste une pièce froide. Et au milieu, une chaise. On m'a attaché, poignet, cheville, torse. Rip est entré, et il tenait dans sa main un taser. La première décharge m'a soulevé de la chaise. L'eau qu'il m'avait versée dessus amplifiait tout. Mon corps hurlait, mon cœur cognait comme une enclume. J'attendais les questions, mais Rip n'a rien demandé. Il a juste sorti une photo de la poche intérieure de sa veste. La photo de ma mère. Mon sang s'est glacé. Il m'a dit d'une voix calme, presque posée. Si t'es la taupe, on te tue vite. Et elle, on la laisse tranquille. Il a marqué une pause, son regard planté dans le mien. Mais si tu continues à mentir, je te ferai regarder chaque seconde de ce qu'on lui fera avant de t'infliger la même chose. J'aurais voulu paraître fort, mais la peur, je n'avais pas besoin de la jouer. Elle me consumait déjà, alors j'ai menti encore et encore. J'ai improvisé une histoire, que je ne parlais plus à ma mère, que je donnerais tout pour savoir où elle était. J'ai inventé des rancunes, fabriqué des détails personnels, mis tout ce que j'avais dans ce mensonge. Et ça a marché. Rip a rangé la photo. Il s'est approché de moi et a murmuré « Si jamais on découvre que c'est toi, tu sais ce qui arrivera, à toi et à elle. » Puis, ils m'ont détaché. Ils m'ont relâché. Je me souviens être rentré au quartier général, trempé de sueur, incapable de parler. Je voulais tout arrêter. Mais mes supérieurs m'ont assuré que ma mère avait été placée sous protection. Je n'ai pas dormi pendant des semaines. Chaque nuit, je faisais le même cauchemar. Rip, assis devant moi, me montrant une vidéo où elle souffrait. 6 mois plus tard, l'opération s'est terminée. On avait arrêté plus de 60% de l'organisation. C'est ce jour-là que j'ai appris la vérité. Il y avait un autre infiltré. Pas dans mon équipe, pas dans ma hiérarchie. Un indicateur du FBI. C'était lui, le bras droit de Rip. C'était lui la taupe principale. Et c'est lui qui avait donné ma photo à Rip. Tout était mis en scène. Rip ne m'aurait jamais touché. Il savait que ça renforcerait ma couverture. Il savait que ça me pousserait à aller plus loin. Il savait que je prendrais plus de risques. J'étais un pion, rien de plus. Aujourd'hui, je bosse dans les crimes financiers à Tacoma. Un travail calme, des horaires fixes. Je dirige ma propre équipe. Mais parfois la nuit, quand le silence est trop lourd, je revois la photo. Je sens à nouveau ce goût métallique dans la bouche. Je revois Rip, ses yeux froids. Le FBI l'a laissé filer. Alors, je sais qu'il est encore dehors. Tu commences ce métier avec l'idée que tu vas changer les choses et un jour, tu réalises. Tu n'es qu'un figurant, un pion dans un jeu qui ne finit jamais. Un film qui continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne pour le regarder. Un grimoire. Le mot seul évoque l'interdit. On imagine des pages jaunies couvertes de symboles obscurs, des formules capables d'invoquer l'indicible ou de plier les forces invisibles à la volonté de l'homme. Pourtant, parfois, la véritable horreur ne réside pas dans la puissance que ces ouvrages confèrent, mais dans ce qu'ils révèlent vraiment. L'exemple le plus troublant est sans doute celui de l'Arbatel de Magia Veterum, publié en Suisse en 1575. Contrairement aux grimoires, qui promettent domination et pactes infernaux, celui-ci se présente comme un guide spirituel. Certains l'appellent même un manuel de magie blanche. Mais son origine, elle, demeure aussi opaque que ses pages. Car nul ne sait qui en fut l'auteur. Et plus étrange encore, personne ne peut expliquer la signification de ce premier mot, Arbatel. Ceci est un mystère suspendu depuis plus de 4 siècles. Certains y ont vu le nom d'un ange hébraïque, d'autres une allusion au tétragramme sacré, le nom interdit de Dieu. Peut-être que, tout simplement, n'était-ce qu'un pseudonyme, un voile posé pour dissimuler l'identité de celui qui osa écrire ces lignes. Et à l'intérieur, dès les premières pages, l'Arbatel déroute. Là où l'on s'attendait à trouver des incantations et des pactes, il n'offre que des exhortations à la vertu, à la sagesse, à la communion avec le divin. Mais ne vous y trompez pas.
Ce n'est pas non plus un livre innocent. Son ton clair et presque bienveillant cache un paradoxe inquiétant, car ce qu'il propose, ce n'est pas de renoncer à la magie, mais de la pratiquer autrement, en l'enracinant dans la morale, la dévotion et l'obéissance à des forces supérieures. Ce manuscrit est structuré en 7 livres, autant de portes à franchir pour celui qui ose s'y plonger. Le premier, l'Isagoge, est une introduction. Il avertit le lecteur qu'il ne doit approcher la magie qu'avec un cœur pur. Le deuxième, la théologie de la magie, tente de rapprocher l'occulte et le divin. Le troisième, la magie pratique, dévoile enfin quelques procédés, des mots de pouvoir, des instruments consacrés. Puis vient la magie céleste, qui enseigne comment invoquer les anges et travailler avec les puissances du ciel. Mais au 5e livre, le ton change. Les secrets de l'évocation des esprits livrent les instructions pour convoquer des entités invisibles, établir un contact fragile et dangereux entre le monde des vivants et celui des ombres. Le 6e, le secret des secrets, ramène l'élève à la morale et à la vertu, comme pour le sauver d'un gouffre dans lequel il risque déjà de tomber. Enfin, le 7e, de la magie des anciens, qui ouvre la dernière porte, reliant ces pratiques aux sages oubliés et laissant entendre que ce savoir n'a jamais cessé de traverser les siècles. Ainsi, page après page, le lecteur est entraîné dans un cheminement qui semble d'abord lumineux, mais qui le confronte peu à peu à la frontière ténue entre élévation et damnation. Car si la vertu est le mot qui revient sans cesse, elle ne suffit pas. Ce que demande l'Arbatel, c'est aussi une obéissance totale aux entités célestes, une soumission à ce que l'auteur prétend avoir reçu des anges eux-mêmes. À son époque, ce livre fut aussi admiré que redouté. Certains, comme John Dee, l'un des plus grands occultistes de la Renaissance, jurèrent avoir puisé dans ses enseignements une magie divine. D'autres, en revanche, n'y virent qu'un poison. L'Église, elle, le condamna aussitôt comme hérétique. En 1617, l'université de Marburg sanctionna 2 professeurs pour l'avoir enseigné et expulsa un étudiant surpris à le lire. Trop spirituel pour les praticiens avides de rituels, trop ésotérique pour les religieux, l'Arbatel se retrouva à la marge, mais ne disparut jamais. Car son influence persista. Des siècles plus tard, des fragments de ses enseignements furent recopiés dans d'autres ouvrages occultes, étudiés, médités, transmis comme une vérité dangereuse. Pour certains, l'Arbatel est une lueur, rappelant que la magie sans morale n'est que corruption. Pour d'autres, c'est un piège plus subtil encore, un manuel qui, sous prétexte de guider vers la lumière, mène lentement vers les ténèbres. Peut-être est-ce là sa véritable horreur. Il ne se présente pas comme un livre maudit, mais comme un conseiller bienveillant. Une voix qui, depuis le XVIe siècle, continue de murmurer à l'oreille de ceux qui osent l'ouvrir. La magie est une arme, mais seule la vertu peut éviter la damnation. Quand on parle de Mark Twain, on pense à Tom Sawyer, Huckleberry Finn et leur escapade sur les eaux du Mississippi. Mais à New York, dans le quartier paisible du Greenwich Village, une maison raconte une histoire bien plus sombre. Le 14 West 10th Street, une élégante bâtisse de briques rouges, semblable à toutes les autres. Sauf qu'ici, plus de 20 esprits tourmentés entouraient encore les lieux. Et parmi eux, dit-on, la silhouette la plus célèbre, Mark Twain lui-même. Vêtu de son éternel costume blanc, cigare aux lèvres, il errerait parfois dans l'ombre des couloirs. Construite à la fin des années 1850, bien avant la guerre de sécession, la maison semblait rassurante. Façade soignée, escalier bordé de plantes, mais derrière cette apparente élégance, un malaise rôde. Dès ses premiers propriétaires, les rumeurs de phénomènes étranges se multiplient. Des bruits de pas dans les couloirs, des silhouettes fugitives la nuit, des murmures étouffés derrière les murs. Certains chercheurs pensent même que les manifestations pourraient être liées à des événements bien plus anciens. Guerre coloniale, massacre d'Amérindiens, comme si le sol lui-même portait déjà la mémoire du sang et de la douleur. En 1900, Mark Twain s'installe dans la maison, à la recherche de calme. Mais il n'imagine pas qu'il va y laisser une part de lui-même. Sa vie est déjà marquée par les drames. Son fils, mort en bas âge, une fille emportée par la méningite, son épouse adorée, Olivia, fauchée par la maladie. Twain traîne avec lui un poids invisible, et certains pensent que la maison l'a choisi. Un soir, assis près de la cheminée, il voit soudain un morceau de bois se soulever, flotter, puis retomber lourdement au sol. Il croit d'abord à un animal, prend son fusil, cherche une explication. Rien, pas le moindre souffle. Pas la moindre présence. Depuis ce soir-là, Twain n'a jamais douté que la maison cachait quelque chose d'autre. Après sa mort en 1910, beaucoup affirment que son esprit est resté prisonnier des lieux. En 1937, une mère et sa fille aperçoivent un homme vêtu d'un costume blanc descendant l'escalier. Elles reconnaissent immédiatement son visage, Mark Twain.
Le spectre les fixe longuement, puis murmure « Je m'appelle Clémence et j'ai un problème à résoudre ». Et puis, il disparaît. En 1957, le couple Brian Bartel s'installe dans la maison. Très vite, Janine, actrice et médium autoproclamée, vit un enfer. Des courants d'air glacés dans des pièces closes, des bruits de pas au-dessus d'elle, des meubles qui bougent tout seuls, et parfois une caresse glaciale sur la nuque. Leurs nuits deviennent insupportables. Janine jure même avoir senti entre ses doigts une matière étrange, froide, humide, presque vivante, de l'ectoplasme. Plus troublant encore, elle prétend avoir perçu la présence d'une petite fille, d'un bébé et même d'un chat, tous enterrés sous la cave. Et puis, il y a cette voix, celle d'une femme, Rinnie Mallison, morte en 1848, qui lui aurait murmuré son histoire à travers le temps. Accablés, les Bartel finissent par fuir. Janine écrit un livre, La Maison de la Mort, pour raconter son expérience. Quelques semaines après la parution, elle meurt subitement d'une crise cardiaque. Certains murmurent que la maison ne voulait pas qu'elle parle. Le 2 novembre 1987, la maison sombre à nouveau dans l'horreur. La police découvre le corps sans vie de Lisa Nussbaum, 6 ans, dans la salle de bain de l'appartement. Elle baignait dans une mare de sang, victime de sévices atroces. Le coupable, Joel Steinberg, son père adoptif, un avocat new-yorkais respecté, arrêté, condamné, puis libéré quelques années plus tard. Aujourd'hui encore, il vit à Harlem, libre, sans le moindre remords. Et pour beaucoup, ce drame n'était pas un hasard. La maison attire la tragédie, comme si une force invisible y appelait la souffrance. Au fil des décennies, les drames, les morts violentes, les destins brisés se sont accumulés. Certains disent que les âmes des victimes sont toujours là, piégées. D'autres parlent d'une présence plus ancienne, plus sombre, quelque chose qui se nourrit de la peur. Mais aujourd'hui, cette adresse reste l'une des maisons les plus hantées de New York. Un lieu où l'histoire et la mort s'entrelacent. Un lieu où les murs eux-mêmes semblent se souvenir. Et si un jour vous passez devant, arrêtez-vous un instant pour écouter. Peut-être entendrez-vous une voix ou un murmure, ou peut-être même le rire étouffé d'un écrivain prisonnier de sa propre légende. Au début de ma carrière comme adjoint du shérif, il y a eu une enquête qui m'a marqué à vie. Je croyais que ce serait une affaire banale, une intervention sans conséquence. Mais des années plus tard, je revois encore chaque détail. On avait reçu un appel. Un jeune homme avait été trouvé endormi dans une voiture tout au bout d'un chemin de terre. Le propriétaire du terrain avait précisé qu'il ne voulait pas porter plainte. Ce qui l'inquiétait, c'était l'état du garçon. Il disait qu'il avait l'air brisé. Quand je suis arrivé, la voiture était garée à l'écart, presque dissimulée sous les arbres. Le silence autour était épais, presque pesant. J'ai vérifié la plaque et la voiture appartenait à sa mère. Et là, la fiche est sortie. Portée disparue. Je me suis dit que j'avais de la chance de le retrouver vivant. J'ai pensé que je pourrais le convaincre de rentrer, je me trompais. Je me suis approché doucement, une main sur ma ceinture, par réflexe. Le siège passager était incliné, il dormait là, recroquevillé. J'ai frappé doucement à la vitre, et quand il a ouvert les yeux, je lui ai souri et lancé d'une voix calme « Hé, debout l'ami, on peut discuter 2 minutes ?» Je n'ai jamais fini ma phrase. Son visage s'est figé, ses yeux se sont écarquillés à un point presque inhumain, comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Sa peau est devenue livide, et j'ai vu le canon, un pistolet. Tout s'est emballé, j'ai bondi en arrière, dégainé mon arme et hurlé « Lâche ça, pose l'arme !» Mais il ne m'a pas écouté. Avant même que j'aie le temps de réaliser, il a levé le bras, il a retourné l'arme contre lui, au niveau de son visage, et il a tiré. Le bruit a explosé dans l'habitacle comme une déflagration enfermée. J'ai senti mes tympans vibrer, le temps suspendu. Et puis, plus rien. J'ai appelé les renforts, les secours, mais c'était terminé. Il a été déclaré mort sur place. J'ai dû annoncer la nouvelle à sa mère, une tâche que je n'oublierai jamais. Mais ce n'est pas ce qui me hante. Non, ce qui m'empêche de dormir, c'est ce que j'ai appris après. Le soir de sa disparition, sa mère s'était réveillée en pleine nuit, l'odeur de fumée dans la maison. Elle était sortie en courant dans le jardin et avait trouvé une petite poubelle en flammes. Elle avait réussi à tout éteindre, et quand elle avait cherché son fils pour comprendre, il n'était plus là. Lui et sa voiture s'étaient volatilisés. En fouillant les cendres, elle avait compris ce qu'il essayait de détruire, son ordinateur portable, et une partie de ses vêtements. Tout avait été brûlé jusqu'à devenir méconnaissable. Pendant des mois, l'affaire a semblé close. Un adolescent troublé, une disparition, quelqu'un qui saute la vie, jusqu'au jour où sa mère m'a rappelé. Elle avait enfin trouvé la force de faire nettoyer la voiture. L'entreprise spécialisée avait tout rangé dans un grand sac plastique. Les objets récupérables, les papiers, les miettes d'une vie interrompue. Elle l'avait laissé de côté jusqu'à ce qu'elle ose l'ouvrir. Dedans, il y avait un flyer, un menu froissé d'un petit diner
quelque part dans l'Oregon. Ni elle ni son fils n'avaient jamais mis les pieds là-bas. Et au dos, 2 numéros, un fixe et un portable. Elle a essayé le fixe, hors service. En cherchant le nom de l'entreprise, elle a découvert qu'elle appartenait à une société de transport officiellement fermée depuis des années. Alors, elle a tenté le portable et quelqu'un a répondu. Elle m'a raconté la voix, celle d'un homme plus âgé, avec un accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. Elle venait à peine de mentionner le prénom de son fils que l'homme a raccroché. Quand elle a rappelé, le numéro était coupé. Depuis, elle est convaincue que cet homme et cette société disparue sont liés à la mort de son fils et honnêtement, je ne peux pas la contredire. Mais il n'y a aucune preuve, aucune piste solide, rien qui tienne devant un juge. Et moi, je n'ai même pas osé lui conseiller d'engager un détective privé. Parce que j'avais le sentiment qu'elle venait de toucher quelque chose de trop vaste et de trop dangereux. Au début, je pensais que l'incertitude serait son pire cauchemar. Mais aujourd'hui, j'en suis sûr, dans cette histoire, connaître la vérité pourrait être encore plus fatal. Lorsqu'on plonge dans l'histoire, une règle revient toujours. Ne jamais croire aveuglément les sources. Chaque récit est écrit par quelqu'un avec ses intentions, ses biais, ses omissions. L'histoire n'est jamais qu'un miroir déformé, et parfois certains vont plus loin. Ils ne doutent pas d'un détail, mais de tout le récit lui-même. C'est ainsi qu'un homme, Anatoly Fomenko, mathématicien russe respecté, sombra dans une obsession. Selon lui, tout ce que nous savons de l'histoire n'est qu'un gigantesque mensonge, une manipulation tissée par des forces obscures. Ces révélations sont consignées dans une œuvre monumentale, la Nouvelle Chronologie. 7 volumes d'une réécriture totale du passé. Dans son délire, il dévoile un empire oublié, le mystérieux empire russo-horde, qui aurait bâti les pyramides, fondé Rome et colonisé l'Amérique bien avant les Européens. Pourtant, Fomenko n'était pas un marginal. Né en 1945, il montra très tôt un talent prodigieux pour les mathématiques. Diplômé de l'Université d'État de Moscou, professeur émérite, directeur de département, lauréat du prix d'État de la Fédération de Russie, tout semblait le destiner à un destin académique brillant. Mais derrière cette rationalité, une fissure grandissait. Et de cette fissure naquit une théorie vertigineuse. Pour lui, l'Antiquité tout entière est une fiction. Les archives anciennes, des forgeries. Les chronologies officielles, une construction imposée par le Vatican, le Saint-Empire ou les Romanov, afin de modeler l'histoire à l'image de la Bible. Selon lui, des érudits comme Joseph Scaliger auraient purement et simplement inventé des pans entiers du passé. Et ces réécritures personnelles font froid dans le dos. La Bible ne serait qu'un texte médiéval recomposé au XIe siècle, la captivité babylonienne une transposition du schisme d'Avignon, et Jésus-Christ serait pour lui une figure recomposée à partir de fragments d'histoire, inspirés notamment de l'empereur byzantin Andronique Comnène. Même les cités mythiques s'effondrent sous son regard. Troie et Jérusalem, la même ville. Constantinople et Rome, non pas en Italie, mais en Égypte. La capitale que nous connaissons n'aurait, selon lui, même pas 1000 ans. Et au cœur de cette réécriture se trouve la Horde, un empire titanesque dirigé par des tsars Khan qui auraient étendu son pouvoir sur le monde entier. Même Gengis Khan, dit Fomenko, n'était pas mongol. Il appartenait à cette lignée impériale. Dimitri Donskoy, héros russe du XIVe siècle, ne combattait pas les Mongols, il les commandait. Et ses héritiers auraient colonisé l'Amérique. Toute l'histoire, selon Fomenko, ne serait que l'ombre de cette puissance effacée. Pour justifier ses affirmations, il inventa une méthode, le parallélisme de Fomenko. Il comparait des généalogies et lorsqu'il trouvait des ressemblances troublantes, il concluait que l'une n'était qu'une copie de l'autre. Ainsi, selon lui, les rois de Juda n'étaient qu'un calque des souverains allemands médiévaux. Il alla plus loin encore. Examinant les éclipses et les phénomènes astronomiques rapportés dans des textes anciens, il affirma que leur date était fausse de plusieurs siècles, ce qui pour lui faisait s'effondrer tout l'édifice historique que nous connaissons. Mais ses pairs, eux, ne s'y trompaient pas. Les mathématiciens eux-mêmes démontèrent sa méthodologie, révélant des erreurs grossières. Mais ses écrits continuèrent d'inspirer certains milieux. En Russie, où on le voyait parfois comme un visionnaire, et sur Internet, où sa théorie séduisait les amateurs de conspiration. Et pourtant, aussi délirante qu'elle soit, cette nouvelle chronologie soulève une angoisse troublante. Car si ces thèses sont fausses, l'histoire que nous connaissons n'est pas, elle non plus, exempte de manipulation. Des archives falsifiées, des récits écrits pour servir le pouvoir, nous savons que cela existe. Alors,
Où s'arrête la vérité? Où commence le mensonge? Peut-être est-ce là le danger véritable de Fomenko? Il nous rappelle qu'au fond, l'histoire est une ombre mouvante, un récit que l'on croit figé, mais qui n'est jamais qu'une construction fragile, qui est prête à se fissurer au moindre doute. Les employés de Newton House commencent à s'y habituer, mais certains avouent que parfois l'angoisse devient insoutenable. Chaque matin, ils retrouvent les lumières rallumées, alors qu'ils les avaient éteintes la veille. Dans l'escalier principal, on a la sensation d'être observé, et dans le sous-sol, une odeur âcre de tabac froid flotte dans l'air, disparaît puis revient, comme si quelqu'un fumait encore ici. Situé près de Landello au Pays de Galles, Newton House est considéré comme l'une des maisons les plus hantées de Grande-Bretagne. Et derrière ces murs, chaque pierre semble retenir un souvenir. Certains ne devraient jamais être réveillés. Construit dans les années 1660, Newton House fut pendant longtemps une demeure imposante, presque majestueuse. Mais son histoire est marquée par les drames. Héritier disparu trop tôt, famille décimée, abandon. En 1974, le manoir tombe à l'abandon total. Pillé, squatté, rongé par l'humidité. Et lorsqu'il est enfin racheté et restauré dans les années 90, les ouvriers découvrent des objets étranges dissimulés sous les planchers. Un dé à coudre en argent du XVIIIe siècle, une carte à jouer annotée et une page carbonisée datée de 1689. Certains pensent que ces objets ont été placés intentionnellement comme offrande ou avertissement. Mais les ouvriers racontent surtout une sensation oppressante. Des bruits de pas derrière eux, des souffles glacés dans la nuque, comme si la maison refusait d'être réveillée. Dès la réouverture au public, les témoignages affluent. Beaucoup affirment que Newton House est devenu un refuge pour les morts. On rapporte l'apparition d'un jeune garçon errant dans les couloirs, celle d'un homme sombre suivi d'un immense chien noir, et celle plus rare, d'une nourrice vêtue d'habits victoriens, immobile dans l'ancienne crèche. Les visiteurs parlent d'une vague glaciale qui les traverse instantanément, comme des aiguilles de glace courant le long de leur colonne vertébrale. Le personnel, lui, refuse presque systématiquement de monter à cet étage après la tombée de la nuit. Certains disent y avoir entendu des rires d'enfants, des chuchotements et des petits pas précipités dans le vieil escalier. Mais le lieu le plus redouté, c'est l'escalier principal. Les phénomènes paranormaux y sont si fréquents que beaucoup refusent désormais de l'emprunter seuls. Dès les premières marches, une sensation d'étouffement s'installe. Certains disent sentir une corde invisible se resserrer lentement autour de leur cou, les empêchant de respirer. Beaucoup pensent qu'il s'agirait de l'esprit d'un ancien domestique pendu ici. Des visiteurs affirment avoir aperçu, assise dans l'ombre, une vieille femme vêtue de noir, le visage caché, sauf ses yeux. Des yeux brillants d'une lueur malsaine qui semble suivre chacun de vos pas. Dans le sous-sol, une odeur persistante de tabac froid hante encore les couloirs. Elle serait liée à Walter, un ancien majordome qui passait ses journées ici, sa pipe à la bouche. Les guides disent que son fantôme rôde toujours, sa présence trahie par ce parfum âcre comme une signature venue d'outre-tombe. Mais Walter n'est pas le seul à errer dans la maison. L'entité la plus célèbre, c'est Lady Eleanor Cavendish. Au début des années 1720, Eleanor fut promise à un homme qu'elle n'aimait pas. Pour échapper au mariage, elle se réfugia à Newton House, mais son prétendant la retrouva. Obsédé, il la harcela, la supplia, jusqu'au jour où il perdit le contrôle. Dans la crèche où elle s'était cachée, il l'attrapa et l'étrangla de ses propres mains. Pris de remords à la suite, il se donna la mort. Depuis, on raconte que Lady Eleanor hante les lieux. Beaucoup affirment l'avoir vue errer dans les couloirs, le regard noyé de larmes, prisonnière d'un moment qui se répète éternellement. Et on dit que si un jour vous entendez un sanglot étouffé derrière vous, il vaut mieux ne pas vous retourner. Dans les années 80, une équipe de télévision vint tourner un documentaire sur Newton House. Mais très vite, les phénomènes les dépassaient. Un caméraman sentit deux mains invisibles se refermer autour de sa gorge, des membres de l'équipe tombèrent malades sans raison et la température chuta brusquement dans plusieurs pièces. Et puis une nuit, elle apparut, une silhouette vêtue de blanc, flottant au-dessus du sol, le visage noyé de larmes. Elle traversa la pièce et disparut dans un placard. Quand les enquêteurs l'ouvrirent, ils ne trouvaient rien. Pas une trace, pas une empreinte, comme si elle n'avait jamais existé. Newton House attire des milliers de visiteurs chaque année. Certains viennent pour l'histoire, d'autres pour les fantômes, mais tous repartent avec la même sensation, celle d'avoir été observés. Car ici, les morts ne quittent jamais vraiment la maison, comme si Newton House choisit toujours ceux qu'elle laisse repartir. Si je devais choisir l'appel le plus étrange de toute ma carrière, je crois que ce serait celui-là. Un simple signalement pour violence domestique. Une femme blessée. Son mari aussi apparemment. Elle avait précisé au téléphone, le pire est passé. Elle voulait juste qu'on vienne pour le chercher. Mon partenaire et moi avons été envoyés sur place.
rien qui sorte de l'ordinaire. Quand on pense à ce genre d'intervention, on imagine toujours la même scène. Un couple qui crie, des assiettes qui volent, quelques bleus, un rapport à remplir. Mais la vérité, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi on tombe. En arrivant, la maison était calme, trop calme. La femme, d'une 50aine d'années, nous attendait sur le perron, assise, un sac de petits pois congelés contre la lèvre. Pas un mot plus haut que l'autre. Son visage portait les marques d'une dispute violente, mais son regard était étonnamment apaisé. Je me suis présenté et j'ai demandé où se trouvait son mari. Elle a simplement répondu « Plus maintenant ». Sur le moment, j'ai cru qu'il avait fui. Ça arrive souvent. L'agresseur prend la fuite quand la police est appelée. Alors je me suis détendu. Je lui ai demandé s'il risquait de revenir et elle a secoué la tête en disant, de manière très sereine, « Non, je ne crois pas ». Son calme nous a mis en confiance. On l'a suivi à l'intérieur pour recueillir sa déposition. Elle nous a offert quelque chose à boire, on a refusé. Assis dans le salon, on a commencé à poser les questions habituelles. Est-ce que c'était la première fois qu'il la frappait? Est-ce qu'elle craignait pour sa vie? Est-ce qu'elle savait où il était allé? Tout au long de l'entretien, un détail m'a frappé. Elle avait l'air paisible, pas choquée, pas effondrée, comme si un poids immense venait de quitter ses épaules. Je me suis dit que ça arrivait, parfois. Certaines victimes trouvent une forme de sérénité après avoir décidé de dire stop. J'étais persuadé que c'était ça, je me trompais. Quand je lui ai demandé si elle savait où se trouvait son mari, son expression a changé. Son regard s'est légèrement détourné. Elle a dit doucement « Oh, je ne crois pas que ce soit à moi de le dire ». J'ai senti un frisson me parcourir la nuque. Mon partenaire a levé les yeux de son carnet, le stylo suspendu. On a insisté, la voix plus grave. « Où est-il, madame ?» Elle a pris une gorgée de son thé glacé, puis sans émotion, elle a levé le doigt et a pointé le plafond. Mon cœur s'est serré. On lui a demandé s'il se cachait là-haut. Elle a répondu, toujours d'une voix calme, « Non, il est dans la baignoire ». On est monté, prudemment, arme dégainée. L'air de l'étage était plus froid, saturé d'une odeur métallique. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Et là, on l'a vu, ou plutôt ce qu'il en restait. Le fusil de chasse était appuyé contre la baignoire, son corps affaissé à moitié dedans, à moitié contre le rebord. Une partie de son visage avait explosé sur le carrelage. Les éclaboussures sombres contrastaient avec les carreaux blancs. Et ce détail, je ne l'oublierai jamais. Un morceau de joue, avec encore la moitié d'une narine attachée, reposait sur le sol, immobile, comme si ça nous fixait. J'ai senti ma gorge se nouer. Dans ces moments-là, tu réalises brutalement ce que nous sommes tous, au fond. Des sacs fragiles de chair et d'os. En redescendant, la femme nous attendait. Son expression n'avait pas changé. Elle a dit simplement « Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Je sais que je vais passer le reste de ma vie en prison. Je suis prête. » Elle nous a tout avoué. Une confession complète. Elle nous a même demandé si elle pouvait finir son thé glacé avant qu'on la menotte. J'ai dit non et elle l'a bu quand même. Puis elle a levé les poignets vers moi, presque docile, et a esquissé un sourire. Qu'est-ce que vous allez faire, officier? M'arrêter? Je ne savais pas si je devais être choqué ou admiratif. La suite m'a laissé perplexe. Je pensais qu'elle passerait le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais son avocat a plaidé le syndrome de la femme battue. Les dossiers étaient accablants. Des années d'appels d'urgence, des preuves d'abus en Floride comme en Alabama. Et elle a été acquittée. L'État l'a même indemnisée pour détention abusive. Je n'ai jamais su ce qu'elle est devenue. On raconte qu'elle est partie vivre loin, chez des parents. Peut-être qu'elle a trouvé la paix. Je sais ce que ça fait d'ôter une vie. Ce poids-là, je le porte aussi. On se demande toujours si on aurait pu agir autrement. Si Dieu nous pardonnera. Mais pour elle, j'ai la certitude qu'elle dort très bien d'aujourd'hui. Après tout, l'enfer n'a pas de fureur comparable à celle d'une femme trahie. On vante la soie thaïlandaise pour son éclat, ses couleurs profondes et la précision de ses motifs. Mais sa renommée mondiale ne vient pas seulement des métiers à tisser. Elle porte l'empreinte d'un homme au destin incandescent, puis englouti par l'ombre. Jim Thompson, architecte devenu espion, collectionneur d'art puis magnat textile, il fait resplendir la soie de Thaïlande dans les années 1950 avant de disparaître un jour comme avalé par la jungle sans laisser aucune trace. Né en 1906 à Greenville dans le Delaware, Thompson grandit entre deux héritages. Le textile avec un père industriel prospère et l'audace militaire du côté maternel marqué par la figure du général James Harrison Wilson. Élève brillant, diplômé de Princeton en 1928, navigateur aux Jeux Olympiques, il entame des études d'architecture à l'université de Pennsylvanie qu'il abandonne sur un obstacle de calcul. New York lui ouvre tout de même ses portes où il passe 9 ans à façonner la ville au sein d'une grande agence.
Puis, en 1941, il tourne le dos au gratte-ciel et s'engage dans la garde nationale du Delaware. Une rencontre à Fort Monroe change sa trajectoire. Persuadé par le lieutenant Edwin Fay Black, Thompson rejoint l'OSS, l'ancêtre de la CIA. La guerre l'entraîne en Afrique du Nord, auprès de la résistance, puis en Europe, avant de le projeter à Ceylan. Là, il coopère avec le mouvement Seritai, noue des liens avec les figures qui préparent l'après-occupation japonaise et tombe amoureux d'un pays qu'il n'oubliera plus, la Thaïlande. Bangkok devient son point d'ancrage. Il y fonde le bureau local de l'OSS et devient attaché militaire. Il s'enfouit dans les zones grises de l'après-guerre, entre réseaux d'influence et liaisons dangereuses. En 1946, il rentre brièvement aux États-Unis pour mieux rompre. Il quitte l'armée, quitte l'OSS. Il veut revenir en Asie, racheter l'Oriental Hotel, mais le projet s'effondre dans les dissensions. Peu importe pour lui, une autre route plus inattendue s'ouvre déjà à ses pieds. Avec George Barry, il cofonde la Thai Silk Company Limited. Nous sommes au tournant des années 1950. Thompson n'invente pas la soie thaïlandaise, il la réveille. Il modernise, organise, exporte sans broyer l'âme des ateliers. Il ancre sa compagnie dans l'artisanat. Des milliers de femmes tissent depuis leur foyer, perpétuent les gestes anciens, vivent de leur savoir. Les couleurs deviennent sa signature. Tons précieux, contrastes explosifs, reflets qui accrochent la lumière comme une braise. En 1951, la costumière Irene Sharaf choisit ses étoffes pour The King and I. C'est une déflagration. Hollywood, la haute couture, les magazines. Tout le monde veut la soie de Jim Thompson. Il devient le roi de la soie, l'homme aux mille vies, et c'est là que l'histoire bascule. En 1967, à Cameron Highlands, en Malaisie, Thompson est en villégiature. Il s'éloigne, il marche, puis plus rien. Pas une empreinte, pas un appel. Le silence s'abat comme une porte qui claque. La recherche pour retrouver Jim Thompson est titanesque. 11 jours, plus de 500 hommes, policiers, gourkas, volontaires, même des mystiques locaux. La jungle reste muette, cet homme s'est évaporé. Alors naturellement commencent les théories qui bourdonnent comme des insectes dans la canopée. L'enlèvement, Jim était une cible idéale, dans un pays pauvre avec une fortune affichée, mais aucune rançon n'a été demandée. Un meurtre, il avait effectivement une vie privée combustible, un passé d'espion, alors peut-être a-t-il été victime d'une vengeance qui a pris son temps. Ou alors, disparition volontaire. Peut-être était-il fatigué des projecteurs, ou était-il en mission secrète? A-t-il voulu partir pour une nouvelle vie? La piste est envisagée, mais s'il avait voulu s'effacer, son bagage d'agent rendait l'impossible plausible. Ou encore, une rivalité économique. La soie était devenue un enjeu, provoquant jalousie, rancune, alors peut-être que quelqu'un a vu une opportunité dans la disparition de Jim Thompson. Des mois plus tard, la mort brutale de sa sœur jette de l'huile sur le feu. Et si tout cela formait un même tissu, un motif caché que personne ne veut lire? Les années passent et en 1985, des fragments d'os sont retrouvés près de la zone de sa disparition. L'espoir se lève, mais retombe aussitôt. Aucune preuve ne montre que ces os sont bien les siens. En 2015, un rapport de 500 pages conclut à l'accident. Perdu, épuisé, mort seul dans la jungle, dispersé par la forêt et les bêtes. Ici se trouve la thèse la plus banale et peut-être la plus probable. Mais ceux qui l'ont connu secouent la tête. Jim Thompson ne disparaît pas par hasard, disent-ils. S'il a choisi l'ombre, c'est qu'il l'a voulu. Reste alors son héritage, troublant. Il n'a pas seulement relancé un artisanat, il a redessiné une image. La soie thaïlandaise est devenue une ambassade de couleurs, de textures, de prestige. Une économie locale s'est tissée. Des foyers ont vécu de la trame et du fil. Et dans une maison sur pilotis, à Bangkok, sa maison est devenue un musée. Des boiseries sombres, des pièces d'art, des soies immobiles racontent encore l'histoire d'un homme qu'on ne retrouve pas. Alors, qui était vraiment Jim Thompson au juste? Un bâtisseur d'empire? Un espion jamais vraiment démobilisé? Un homme fatigué par les projecteurs? Peu importe la théorie que l'on préfère. Au crépuscule, quand les Cameron Highlands s'emplissent de brume, on peut presque l'imaginer passer entre les arbres, silhouette nette, regard discret, comme s'il veillait encore sur ce secret qu'il s'est juré d'emporter. La soie a besoin d'ombre pour révéler ses couleurs. Peut-être que la disparition de Jim Thompson est cette ombre, celle qui, depuis 1967, fait scintiller sa légende un peu plus fort. Le village de Prégny en Moselle s'accroche à un éperon rocheux sous le regard silencieux de son ancien château féodal.
Bâtie au XIe siècle, la forteresse fut assiégée, brûlée, reconstruite, attaquée à nouveau. Ses pierres ont vu couler le sang, beaucoup de sang. On raconte qu'en 1286, un capitaine nommé Milon de Vandières défendit les remparts jusqu'à son dernier souffle. Depuis, la tradition l'appelle le Cavalier Noir. La légende dit que son âme, condamnée, erre encore sur ces terres, chevauchant un destrier spectral, hurlant à travers les vents. Les anciens du village jurent qu'aux nuits de brume, on peut voir une silhouette sombre surgir des murailles effondrées avant de disparaître dans les brouillards. Mais les ruines portent d'autres secrets. Au XVIe siècle, le château devient un tribunal de haute justice. On y juge, on y condamne, on y exécute. Puis vient la chasse aux sorcières. Accusées de pactiser avec le diable, des dizaines de femmes sont emprisonnées, torturées et brûlées vives. Parmi elles, une herboriste, Illevin Cuguin. Elle cueillait des plantes médicinales et elle fut déclarée sorcière. Au moment de mourir, la légende raconte qu'elle aurait juré que son âme entrait ces terres jusqu'à la fin des temps. Et depuis, certains affirment qu'une silhouette blanchâtre erre entre les ruines, la Dame Blanche de Prégny. Et ce n'est pas la seule. Les archives rapportent qu'une autre femme, Christaille, avoua sous la contrainte avoir participé à un sabbat dans les bois voisins. Depuis, ces bois sont réputés maudits. On dit qu'aux nuits sans lune, on peut encore y entendre des murmures, comme des voix qui ne veulent pas mourir. Je suis policier d'État depuis 6 ans maintenant. J'ai vu des scènes atroces, des drames auxquels personne ne devrait assister. Mais l'une des pires enquêtes de ma carrière, c'était l'une de mes toutes premières. Peut-être que ça m'a frappé plus fort parce que j'étais une bleusaille à l'époque. Beaucoup disent que leurs premières grosses affaires te marquent à vie. Mais eux, ils ont eu des réponses, une forme de clôture. Moi, pas du tout. Tout a commencé avec un accident mortel sur l'autoroute principale, un matin d'hiver. Un motard roulait à contresens, il s'est encastré de plein fouet dans une mère de famille qui conduisait en sens inverse. L'impact les a tous les deux pulvérisés. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Tragique, mais pas inédit. Pourtant, un détail a tout fait basculer. D'après les premières analyses, la vitesse à l'impact dépassait largement les 180 km/h. Impossible autrement vu l'état des véhicules. C'était comme s'ils s'étaient jetés volontairement contre elle. Une hypothèse insoutenable, mais plausible. Mon supérieur et moi avons reçu l'ordre d'aller annoncer le décès du motard à sa famille. Juste une formalité, une de ces corvées que tu fais avec toute la dignité possible, sans rien révéler des circonstances. Son adresse nous a menés dans un quartier chic. Grande maison, pelouse entretenue, 2 voitures garées dans l'allée. Tout respirait la tranquillité et pourtant, personne n'avait signalé sa disparition. C'est ce qui m'a frappé en premier. Un père de famille qui ne rentre pas et pas un seul appel, pas d'employeur, pas d'amis, pas de proche inquiet, rien. C'était déjà étrange. On sonne, silence, pas un bruit. On refait le tour, fenêtre fermée, volet baissé, puis on tombe sur un portillon latéral non verrouillé. Mon sergent pousse la porte, on arrive sur le porche arrière, vitré, qui donne sur la cuisine. Tout semble normal, sauf un détail. Sur le sol, à côté du frigo, tous les aliments étaient bien rangés. Pas juste quelques-uns, non, tout. Même les bacs et les cléettes en verre, comme si quelqu'un avait vidé l'intégralité du frigo pour y mettre autre chose. J'ai senti mon estomac se nouer. Mon sergent m'a tiré en arrière, le regard noir, et m'a ordonné d'appeler le dispatch. On avait désormais un motif d'intervention. Il a défoncé la porte, l'air à l'intérieur était glacé, saturé d'une odeur métallique et humide. Et là, on les a trouvés. Sa femme, pliée de manière inhumaine, entassée dans le frigo, et sa petite fille, coincée dans le congélateur. J'ai eu du mal à respirer. Il avait massacré sa famille avant de partir mourir sur cette autoroute. C'était censé être une simple affaire. Un père qui tue, puis se tue. Mais rien de colère. D'abord, l'homme n'avait aucun casier, pas même une amende, aucun antécédent de violence, et quand on a interrogé ses amis, sa famille, ses collègues, tous disaient la même chose. C'était quelqu'un de doux, respecté et aimé. Ensuite, il y avait la moto. Personne ne savait qu'il en possédait une, pas même sa femme. Pas de facture, pas de crédit, pas de retrait suspect, rien dans ses comptes, comme si cette moto n'existait pas. Et le plus étrange, des semaines plus tard, un détective privé engagé par le mari de la femme tuée sur la route a découvert que notre motard connaissait peut-être cette mère de 3 enfants. Des années plus tôt, ils avaient travaillé dans le même immeuble à Manhattan. Coïncidence ? Peut-être, mais ça n'expliquait rien. Pourquoi cacher l'achat d'une moto? Pourquoi tuer sa famille? Pourquoi percuter précisément cette femme-là au milieu de la nuit sur une portion isolée? L'enquête a été close faute d'éléments, mais moi, je n'ai jamais tourné la page. Parfois, la nuit, quand je repense à ce frigo vidé, à la petite pliée dans le froid, je me dis que quelque chose nous a échappé, que tout ça n'était pas
accidentelle. Je sais que je ne connaîtrai jamais la vérité. Et c'est peut-être ça le pire. La soirée du 3 novembre 1888 s'annonçait banale dans la campagne anglaise. Les fermes s'étaient assoupies, les animaux enfermés dans leurs enclos, les portails soigneusement verrouillés. Mais vers 8 heures, un vacarme étrange brisa la quiétude d'Oxfordshire. Ce n'était ni le vent ni la pluie, c'était un grondement sourd, un fracas continu, comme une armée invisible déferlant dans l'obscurité. Ceux qui osèrent entr'ouvrir leurs volets virent l'impensable, une marée de moutons, des dizaines de milliers de bêtes affolées, se jetant hors de leurs enclos, brisant barrières et clôtures, bondissant par-dessus les murs de pierre comme si quelque chose les pourchassait. Une vague blanche et furieuse qui se répandait dans les champs et les villages, fuyant on ne sait quoi, fuyant l'invisible. Au matin, les paysans découvrirent un spectacle irréel. Leur troupeau n'était plus là. Les moutons s'étaient dispersés partout, jusque dans les fossés, les chemins, les buissons. Certains haletaient, les yeux révulsés, d'autres restaient blottis dans des recoins comme s'ils cherchaient encore à échapper à une présence tapie dans l'ombre. Un agriculteur publiait un témoignage dans un magazine scientifique. Il décrivit une panique d'une ampleur inouïe. Tous les troupeaux, d'un bout à l'autre de la vallée de la Tamise, avaient fui en même temps. La zone touchée couvrait plus de 200 miles carrés, soit 500 km² balayés en une seule nuit par une vague de terreur animale. La question, obsédante, résonna dans toute la région. Qu'est-ce qui pouvait effrayer ainsi des dizaines de milliers de moutons? D'ordinaire, quand un troupeau s'emballe, la cause est banale. Un chien errant, des enfants venus s'amuser, mais personne ne crut à cette explication. Comment imaginer des dizaines de causes isolées, frappant des villages entiers au même moment? Non, cette nuit-là, ce n'était pas une bêtise d'enfant ni la course d'un renard, c'était autre chose. Certains parlèrent d'un séisme, d'un orage brutal, même de la chute d'une météorite. Mais aucun bruit n'avait grondé, aucun éclair n'avait traversé le ciel. Le temps était étrangement calme, à une exception près. Une obscurité inhabituelle, une nuit d'encre, parfois trouée d'éclairs lointains, qui semblait recouvrir la campagne comme un manteau oppressant. C'est cette hypothèse qu'explora le naturaliste Oliver Vernon Aplin, après de nouveaux accès de panique, en 1889 puis en 1893. 3 fois, la même scène s'est répétée, des troupeaux entiers s'élançant dans l'obscurité comme chassés par un prédateur invisible. Pour le naturaliste, l'explication était simple, presque trop simple. Une nuit anormalement noire au point de perturber le sens inné de ces animaux. Entassés, privés de repères, les moutons s'entrechoquaient, s'affolaient, et il suffisait qu'un seul bondisse pour que l'instinct grégaire emporte tout le reste. Mais cette conclusion ne rassura personne, car si l'obscurité peut troubler un troupeau, comment expliquer qu'une région entière, sur des centaines de kilomètres carrés, ait été frappée au même instant? Était-ce vraiment la nuit ou ce que la nuit cachait? Les moutons sont des proies, leur instinct les pousse à sentir ce que nous ne voyons pas. Le moindre bruissement, la moindre ombre, et c'est la panique. En 1888, ce ne fut pas un bruissement ni une ombre, c'était une terreur simultanée, totale, irrationnelle. Alors, qu'ont-ils vu ou senti cette nuit-là? Certains murmurent qu'ils n'ont pas fui le noir lui-même, mais quelque chose dans ce noir. Quelque chose qui traversa silencieusement les plaines de l'Oxfordshire. Une présence invisible aux hommes, mais pas aux bêtes. Un siècle et demi plus tard, la question reste ouverte. La grande panique des moutons fut-elle un simple accident d'instinct animal, ou bien le témoignage d'une rencontre indicible entre les troupeaux de la campagne anglaise et une ombre que nous n'avons jamais voulu regarder en face? Je travaillais pour le bureau du shérif du comté de Jefferson en Alabama. Un jour, on reçoit un appel. Un type se balade pieds nus, en sous-vêtements, un couteau à la main. Il hurle sur tout le monde, menace quiconque passe devant sa maison. Je comprends tout de suite qu'il traverse une crise psychotique. Dans ce genre de situation, notre formation est claire. Désamorcer, calmer, éviter l'escalade. Mais il y a une règle tacite, avec quelqu'un en pleine rupture de réalité. Rien n'est jamais prévisible. Mon partenaire avec le taser, moi, j'étais l'appui létal. On garde nos distances, on engage le dialogue. Sa voix tremble, passe du hurlement au sanglot en quelques secondes. Il parle de son ex-femme, de son enfant décédé. Il crache des insultes racistes. Il est persuadé que ses voisins veulent le tuer. Il ne nous voit pas vraiment. Il est enfermé ailleurs. Puis soudain, il change. Sa voix se brise. Ses yeux croisent les miens. Il semble fatigué, perdu.
Il demande doucement « Est-ce que je vais aller en prison ?» Dans ces moments-là, on ne ment jamais. Alors je lui dis la vérité, calmement, qu'il doit venir avec nous, que ça va l'aider, que s'il n'a blessé personne, il pourra peut-être rentrer chez lui rapidement. Je pensais que ça marcherait, et au début, ça marchait. Son souffle se calmait, ses épaules retombaient. J'ai cru qu'on allait s'en sortir sans drame. Il m'a regardé, et il a murmuré « Je suis désolé ». Je n'ai pas compris, pas tout de suite. En une fraction de seconde, il a retourné le couteau contre lui. Le temps s'est figé. Je revois chaque détail comme au ralenti. La tension de ses bras, ses doigts crispés, la lame qui traverse la chair, et ce bruit, ce son humide, épais, impossible à oublier. On a hurlé « Non !» Pose ce couteau, lâche ça. Mais il n'était plus là, plus avec nous. Le pire, ce n'est pas qu'il se soit poignardé une fois, c'est qu'il a retiré la lame et l'a plongée une seconde fois. Mon partenaire a dégainé son taser et l'a foudroyé pour le neutraliser. On s'est jeté sur lui pour tenter d'arrêter l'hémorragie, mais le sang jaillissait entre nos doigts comme une fontaine incontrôlable. Chaque pression, chaque geste ne faisait que ralentir l'inévitable. L'homme s'est effondré, il est mort là, à nos pieds, avant même que les secours arrivent. Quand les pompiers sont venus, il était déjà livide. Sans la mare de sang qui l'entourait, il aurait pu passer pour une statue de cire. Et pendant qu'on essayait de sécuriser la scène, j'ai levé les yeux. Les voisins étaient sortis. Pas pour aider, pas pour consoler, mais pour filmer. Des téléphones partout, des écrans braqués sur ce qu'il restait d'une vie humaine. Je les regardais incrédule, le cœur serré. J'avais envie de leur arracher ces téléphones des mains. Je n'ai jamais compris ce besoin, ce voyeurisme morbide, transformer les derniers instants d'une vie en simple contenu à partager. Les vidéos finissent sur les réseaux. Les gens commentent, scrollent et passent à autre chose. Mais nous, on ne passe pas à autre chose. Il y a des images, des bruits, des odeurs que tu ne peux jamais effacer. Imaginez ouvrir votre porte à une enfant fragile, minuscule, au regard candide et sentir des semaines plus tard que quelque chose cloche. Une ombre dans ses gestes, une maturité qui ne correspond pas, une voix trop posée et l'idée insupportable qui s'insinue. Et si cette fillette n'en était pas une? C'est le cauchemar qu'exploite le film Orphan sorti en 2009. Derrière les nœuds sages d'une petite fille russe se cache Lina Klammer, une femme de 33 ans atteinte d'un anisme proportionné, prédatrice sous visage d'ange. Une fiction, pensait-on, jusqu'à l'affaire Natalia Grace. Officiellement, Natalia Grace Barnett serait née le 4 septembre 2003 à Mykolaïv, en Ukraine. Et elle était atteinte d'une dysplasie spondylo-épiphysaire. Confiée très tôt à un orphelinat faute de moyens, elle passe par une première adoption américaine puis, en mai 2010, rejoint la famille Barnett dans l'Indiana. Cette famille était en vogue. Christine Barnett était une mère médiatisée, le père, Michael Barnett, et leur fils, Jacob, était un prodige des maths déjà à l'université à 10 ans. La photo était parfaite, mais elle ne le restera pas. Dès l'arrivée de Natalia, un détail fissure la façade. Selon Christine, au cours d'un voyage à Disney, elle aurait aperçu chez l'enfant des signes physiques d'un âge incompatible avec ses 6 ans. On ne contacte pas l'agence, on rentre et le doute désormais s'installe partout. Entre 2010 et 2012, le récit bascule. Les Barnett affirment que Natalia n'est pas une enfant, mais une adulte, et qui plus est, dangereuse. Ils disent qu'elle cachait ses menstruations, aurait voulu empoisonner Christine, sautait de voiture en marche, collectionnait des couteaux, se dressait la nuit, immobile au pied du lit, un grand couteau à la main, murmurant des menaces. Ils parlent de diagnostic, psychopathie, sociopathie, schizophrénie, de séjour même en psychiatrie et de comportements sexualisés. Ils jurent enfin qu'elle ne comprend pas l'ukrainien. Pour eux, c'est une imposture, une Esther de cinéma passée dans le réel. Mais à ces accusations glaçantes, manquent des gestes simples. Aucune plainte pour tentative de meurtre, aucune démarche contre l'agence pour fraude, aucun test hormonal exigé. Les Barnett consultent simplement des médecins pour une estimation d'âge. 2010, 2011, 2012, plusieurs praticiens la situent entre 8 et 11 ans. Cela devait clore l'affaire, mais au lieu de ça, elle s'assombrit. En 2012, les Barnett saisissent le tribunal de l'Indiana. Une procédure se lance. Natalia n'est ni informée ni entendue. Sa date de naissance est modifiée de 2003 à 1989. Sur le papier, l'enfant de 8 ans devient, d'un coup de crayon, une femme de 22 ans. Dès lors, tout change. Un logement est loué, 3 mois sont payés, puis le vide. Devenue adulte légale, elle n'est plus suivie par la protection de l'enfance, elle ne conduit pas, ne peut récupérer d'aide, ne manie pas de machine trop haute pour elle.
On la laisse seule, dans un décor trop grand, avec un nouvel âge administratif qui l'écrase. Et autour, le voisinage s'affole. Natalia porte les mêmes vêtements durant des jours, elle ne se lave pas, elle a faim, ce qui la pousse à entrer chez les gens pour se nourrir. Michael, son frère d'adoption, passe parfois déposer des courses, et une vidéo le montre intimant à Natalia de couper tout contact avec une travailleuse sociale. Il lui murmure qu'elle est une adulte maintenant et qu'on ne peut rien pour elle. Mais détail troublant, avant 2012, Natalia portait des tenues d'enfant. Après sa réagisation, elle apparaît soudainement dans des vêtements sobres, neutres, plus adultes. Alors a-t-elle réalisé une mise en scène volontaire? La question s'ajoute aux autres. Un an plus tard, le premier bail de son logement prend fin. On la déplace dans un second appartement, à 1 heure de la maison familiale. Puis, les Barnett partent au Canada pour les études de Jacob. En 2013, ils coupent tout lien avec Natalia. Et c'est alors qu'interviennent Antoine et Cynthia Mann. Ils voient une personne de petite taille, perdue, incapable de survivre. Ils l'accueillent et depuis, ils sont sa famille de fait. Des poursuites tombent contre Michael et Christine, non pour abandon d'enfant, puisque Natalia est adulte légalement, mais pour négligence envers une personne à charge. Michael sera acquitté, les charges contre Christine abandonnées. Mais reste le cœur battant de cette énigme. Quel est l'âge réel de Natalia? En 2022, sa mère biologique, Anna Gava, est retrouvée en Ukraine. Elle fournit un acte de naissance et un test ADN. Si l'on suit la thèse des Barnett, Natalia serait née aux alentours de 1989, ce qui indiquerait qu'Anna, la mère biologique de Natalia, aurait accouché à 10 ans, ce qui est absurde. Les documents ukrainiens confirment bien 2003. Si c'est vrai, alors une enfant a été réagée, isolée, relogée seule puis abandonnée. Mais le reste du dossier est une mosaïque dérangeante. Un rapport osseux isolé disant que sa croissance semble arrêtée, fréquent dans sa pathologie. On retrouve aussi des vidéos où elle avoue des intentions meurtrières, mais qui donnent l'impression qu'elle n'est qu'une enfant coachée. Il y a aussi l'épisode de la clôture électrique. Christine dit avoir été poussée et des employés assurent qu'elle n'était pas branchée et que Natalia, avec sa corpulence, ne pouvait physiquement pas maîtriser une adulte. La presse s'empare de l'affaire, les documentaires se succèdent. Dans The Curious Case of Natalia Grace, les voisins racontent une jeune femme qui se présente comme ayant entre 22 et 23 ans parce qu'on le lui a répété, mais qui n'avait en réalité rien d'une adulte autonome. Le 1er janvier 2024, Natalia Speaks lui donne la parole. Elle s'y décrit comme étant enfant rejetée, jamais prédatrice. Elle voulait seulement une famille. Alors, qu'y a-t-il derrière ce visage trop jeune pour tant d'ombre? 3 récits s'affrontent et se contaminent. Celui d'une imposture monstrueuse, où la réalité dépasse la fiction, celui d'un système d'adoption où l'on rajeunit parfois sur le papier pour rendre adoptable, puis où l'on réagisse pour se décharger, et celui, plus simple et plus terrible, d'une enfant handicapée, perdue entre diagnostics, rumeurs et caméras, qu'on a scellé dans une identité qui n'était pas la sienne. Dans les zones grises, la peur se nourrit vite. Une rumeur devient preuve, un geste devient menace, une décision de juge devient destin. Et la question obsédante demeure, où s'arrête l'innocence, où commence l'horreur et qui l'a vraiment fabriquée? Peut-être qu'au fond, ce dossier ne parle pas d'une Esther réelle, il parle de nous, de la facilité avec laquelle on projette le mal, surtout quand un visage d'enfant nous renvoie à une histoire qu'on a déjà vue au cinéma. Et si l'effroi ici ne venait pas d'une tueuse cachée, mais d'un mensonge administratif qui, une fois signé, a transformé une fillette en fantôme légal. Je porte ce badge depuis 35 ans, assez longtemps pour savoir que les monstres ne se cachent pas seulement dans les ruelles sombres. Parfois, ils portent le même uniforme que toi. Il y a une phrase que j'ai entendue au tout début de ma carrière et que je n'ai jamais oubliée. Une phrase de James Madison. La vérité est que tous les hommes investis de pouvoir devraient être soupçonnés. Je n'y avais jamais vraiment prêté attention jusqu'à ce matin-là, un matin de septembre 2023. Le rapport est tombé sur mon bureau à l'aube. 2 de mes agents avaient répondu, la veille, à une dispute domestique. Sur place, ils ont trouvé un homme, Ura Rodriguez, 29 ans, gisant au pied d'un arbre. Une balle dans la tête, il respirait encore mais faiblement. À cet instant précis, chaque seconde comptait. Chaque geste pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Et pourtant, mes agents ont choisi de le laisser mourir. Je me souviens avoir regardé les images des caméras piétons pour la première fois. Mon estomac s'est noué. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai vu un agent,
se pencher sur le corps et lâcher d'une voix froide « On ferait mieux de ramener cet idiot ». L'autre agent a répondu en riant « Non, je finis dans 30 minutes, on se casse, on repasse plus tard ». Et puis, ils sont montés dans leur voiture et ils sont partis. Ils ont quitté la scène. J'ai senti mes mains trembler quand j'ai vu ça. J'ai pensé que j'avais mal entendu. Alors j'ai rembobiné 3 fois, 4 fois. Toujours les mêmes mots, toujours les mêmes rires. 10 minutes plus tard, ils reviennent. Et là, sur les images, je les vois faire semblant. Ils font semblant de chercher la victime. Comme si c'était la première fois qu'ils arrivaient. Comme si rien ne s'était passé. C'est le 3e agent arrivé entre-temps qui découvre le corps. Il prévient le dispatch, appelle les secours, tente de stopper l'hémorragie, mais c'est déjà trop tard. Les ambulanciers arrivent, 27 minutes après les premiers agents. 27 minutes de trop. L'homme est mort sur la table d'opération. Le chirurgien m'a dit que s'il avait été pris en charge plus tôt, il aurait peut-être survécu. Peut-être. Je n'arrive toujours pas à me sortir les images de la tête. Le sang sur l'herbe, les râles d'agonie et les rires de mes 2 agents, qui s'éloignent comme si rien n'avait d'importance. Ils ont été renvoyés, licenciés. Leur badge ne leur sera jamais rendu. Mais ce n'est pas ça qui me hante. Ce qui m'empêche de dormir, c'est ce que cette affaire révèle. Ces 2-là n'étaient pas des monstres, pas au début. Ils n'ont pas rejoint la police pour négliger, pour mépriser la vie. Ils ont changé lentement, insidieusement. Une fissure dans l'âme, élargie au fil des années. À force d'affronter la misère humaine, certains se vident. Ils se déshumanisent sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas l'arme, ni le badge qui corrompt un homme. C'est l'exposition permanente au poison qu'il combat. C'est ce qui m'effraie le plus. Je ne peux pas signer ce rapport, je ne peux pas donner mon nom, mais je ne pouvais plus me taire. Nous portons un gilet pare-balles pour le corps, et il nous faudrait un Kevlar pour l'esprit, parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas seulement nos rues qui sont en danger, c'est nous. Et la mémoire de cet homme mérite mieux. Le voyage dans le temps fascine parce qu'il promet l'impossible. Défaire le passé, espionner l'avenir, plier la flèche du temps. La logique dit non, si des voyageurs existaient, on les verrait partout. Pourtant, certaines histoires s'accrochent à l'imaginaire comme des échardes, et l'une des plus célèbres est celle de Rudolf Fentz. La légende commence une nuit de juin 1951 vers 23 h à Times Square. Au milieu des néons, un homme surgit. 30 ans à peine, vêtements d'un autre siècle, regard perdu comme un naufragé dans une ville qui n'existe pas encore pour lui. Il dit venir de 1876. Quelques minutes plus tard, incapable d'anticiper la circulation moderne, il s'avance sur la chaussée. Un taxi, un choc, le silence. À la morgue, l'histoire s'assombrit. Dans ses poches, on trouve des objets hors du temps. Un jeton en cuivre pour une bière à 5 cents d'un bar introuvable dans les annuaires. Près de 70 $ en billets anciens, retirés depuis longtemps. Une facture pour l'entretien d'un cheval et le nettoyage d'une calèche signée d'un établissement qui n'existe nulle part. Des cartes de visite au nom de Rudolf Fentz avec une adresse sur la 5e avenue et enfin une lettre datée de 1876. Rien n'est usé, comme si tout avait été frappé la veille. L'affaire atterrit sur le bureau du capitaine Hubert Very, service des disparus du New York Police Department. Il vérifie l'adresse, personne ne connaît Fentz. Il épluche les fichiers, pas d'empreinte, pas d'avis récent. Et puis, hasard au fil rouge, un nom apparaît dans un annuaire de 1939. Rudolf Fentz Jr. On se souvient d'un homme sexagénaire, parti en 1940. Sa banque confirme, il est mort 5 ans plus tôt, mais sa veuve vit en Floride. Elle ajoute 2 révélations glacées. Son mari avait bien un père nommé Rudolf Fentz, disparu à 29 ans lors d'une promenade nocturne et son dernier endroit connu, le futur Times Square. Rim fouille les archives. Effectivement, un avis de disparition de 1876 surgit. L'âge, la description, les vêtements, tout concorde. Le dossier est refermé, classé non résolu. Trop impossible pour être raconté sans risquer le ridicule. L'histoire, elle, s'échappe et prospère. Les années 1970, puis Internet, la transforme en preuve qu'une faille s'est ouverte au cœur de New York, avalant un homme du 19e pour le recracher au 20e. Pendant longtemps, les sceptiques invoquent le canular. Un journaliste, un auteur, un acteur malmené par une mise en scène trop réaliste, ou alors un homme dérangé, vêtu de fripes anciennes, collectionnant des babioles l'antiquaire. Mais tout vacille en 2000, lorsque le folkloriste Chris Aubeck remonte les sources. L'article authentique de 1972 dans le Journal of Borderland Research s'avère reprendre un livre de 1953 signé Ralph Holland, qui, lui, a tout bonnement plagié une nouvelle de science-fiction parue en 1951 nommée I'm Scared de Jack Finney. Le capitaine Rim, l'enquête,
l'homme hors du temps. Tout était déjà dans la fiction. Rudolf Hess n'a jamais existé. Alors pourquoi cette histoire continue-t-elle de nous hanter ? Tout simplement parce qu'elle coche toutes les cases de nos désirs inavoués. L'éruption de l'impossible dans le banal. La preuve qu'une brèche peut s'ouvrir sous nos pas, et parce que, d'une certaine manière, la vérité est plus dérangeante encore. Une pure invention a suffi à prendre la forme d'un souvenir collectif. Une légende si bien cousue qu'elle a traversé les décennies comme un voyageur du temps. Peut-être que la vraie morale est là. Le temps n'est pas la prison, c'est la croyance. Une bonne histoire franchit les siècles mieux que n'importe quelle machine. Et parfois, c'est elle qui nous voyage, et pas l'inverse. Le ciel était d'un bleu parfait ce jour-là, pas un nuage, rien qui puisse laisser présager l'enfer qui allait suivre. Mon partenaire et moi étions en patrouille, roulant sur l'avenue, quand j'ai croisé son regard, un type à quelques mètres devant nous, seul sur le trottoir. J'ignore pourquoi, mais quelque chose dans son attitude m'a alerté. Peut-être sa façon de se tenir, rigide, les yeux fuyants. Je me suis approché, pensant à un simple contrôle de routine, puis tout est allé très vite. Il a sorti un pistolet, un 9 mm. Je l'ai vu, net, briller au soleil. Le temps a ralenti dans ma tête et j'ai senti chaque battement de mon cœur cogner contre ma poitrine. J'ai vu son doigt appuyé sur la détente et j'ai su, à cet instant précis, que ma vie s'arrêtait là. Mais rien, un clic sec, aucune détonation. Il avait raté son tir. Chambre vide, sûreté enclenchée, je ne sais pas. Et honnêtement, je n'ai pas pris le temps de vérifier. L'instinct a pris le dessus. J'ai bondi. Dans ses yeux, j'ai vu la panique remplacer la rage. Sa poigne s'est relâchée, l'arme est tombée sur le bitume et il s'est mis à hurler. « Ne me tirez pas dessus, s'il vous plaît, ne me tuez pas !» Ma respiration était saccadée, mes mains tremblaient et mes jambes semblaient ne plus m'appartenir. J'avais frôlé la mort d'aussi près qu'on le peut. De retour au commissariat, impossible de calmer la machine. Mon corps vibrait encore sous le contre-coup. J'essayais d'écrire mon rapport, mais mes doigts glissaient sur le stylo. À un moment, j'ai renversé la moitié de mon verre d'eau sans même m'en rendre compte. J'étais en vie uniquement grâce à sa maladresse. Ça marque. Je pensais que cette journée serait la pire de ma carrière. Je me trompais. Quelques semaines plus tard, j'ai été dépêché sur un autre incident. Une maison au bout d'une avenue. Le rapport initial disait un homme, en plein délire, selon l'appelant. Il courait dans la rue en criant que sa peau brûlait. On s'attendait à un bad trip, une overdose, rien de plus. Mais en arrivant, j'ai compris qu'il n'y avait pas de plus. Il était déjà mort. Son corps gisait au milieu de la pelouse, carbonisé, littéralement noirci par les flammes. Mais il n'y avait rien, absolument rien autour de lui qui expliquait ce qu'on voyait. Pas d'essence, pas de gaz, pas de traces d'incendie. L'herbe sous lui, autour de lui, était intacte, comme si le feu n'avait brûlé que lui. J'ai interrogé une voisine, une femme d'une cinquantaine d'années, encore sous le choc. Elle m'a raconté ce qu'elle avait vu. L'homme courait en hurlant, déchirant l'air de ses cris. Puis soudain, il s'était enflammé, sans aucune raison. Elle a juré que les flammes étaient apparues d'un coup, qu'elle avait consumé son corps à une vitesse impossible et qu'elle s'était éteinte aussitôt. Quand les pompiers sont arrivés, j'ai vu leur visage se fermer. Pas de fuite de gaz, pas d'accélérant, pas d'explication. On a fini par évacuer le corps, encore fumant. Le médecin légiste parlait d'une hypothèse improbable. Combustion humaine spontanée. Mais moi, ce que je retiens, c'est le silence. Pas un bruit, pas un souffle, pas une odeur de brûlé dans l'air. Seulement ce corps noirci sur une pelouse verte immaculée. Depuis ce jour, je me méfie des ciels trop bleus. Parce que j'ai compris que la mort ne prévient pas. Elle surgit, sans logique, sans avertissement et parfois sans explication. En avril 1945, l'Allemagne s'écroule. Les Alliés avancent et dans l'ombre des mines souterraines, ils découvrent l'impensable. Des centaines de tonnes d'or, de bijoux, de diamants, le fruit des pillages nazis. Mais ce n'était qu'une fraction du trésor, car le Führer avait ordonné l'évacuation de tout ce qui pouvait servir au Reich, que ce soit des réserves bancaires, des richesses impériales, des œuvres d'art, autant de butin engloutis dans les ténèbres des galeries. À Merker, les Américains tombent sur 200 tonnes d'or enfouies à 700 mètres de profondeur. Mais déjà circulent des rumeurs. D'autres dépôts, plus vastes encore, n'ont jamais été retrouvés. Et si le dirigeant de l'Allemagne nazie, obsédé par l'idée de son musée de Linz, avait confié plus de 1700 œuvres d'art aux entrailles de la mine d'Altausi. Et certains chuchotent qu'une partie de ce trésor aurait été engloutie dans un lac maudit, le Toplitz, en Autriche. Là, au cœur des montagnes, les nazis testaient torpilles et armes secrètes.
mais des témoins jurent les avoir vus embarquer des caisses mystérieuses avant de les précipiter dans les eaux noires. Depuis, le lac attire chasseurs de trésors et aventuriers. Beaucoup n'en sont jamais revenus. Ces abysses sont mortels. Au-delà de 20 mètres, l'oxygène disparaît et des troncs pourris dressent une forêt fantomatique où les plongeurs s'empêtrent pour toujours. En 1959, on y retrouva des caisses pleines de faux billets fabriqués à Mauthausen. Mais les rumeurs persistent. Lingots marqués de la croix gammée, archives occultes, œuvres disparues comme la légendaire chambre d'ambre, que cache encore la vase du Toplitz. L'or nazi, lui, circula bien au-delà des montagnes. La Suisse, coffre-fort du Reich, encaissa des milliards. Le Portugal échangea son tungstène contre des lingots maudits. L'Espagne, la Suède, la Turquie, toutes ces nations neutres profitèrent de ce commerce sanglant. Et derrière chaque transaction, des bijoux volés aux déportés, des vies réduites en poussière et fondues en métal précieux. Après la guerre, les Alliés traquèrent ce butin maudit. Mais une immense partie disparut dans les ombres, dissimulée dans des coffres suisses, envoyés vers l'Argentine, peut-être jusqu'en Asie. Aujourd'hui encore, l'or du Reich reste une cicatrice béante. On dit qu'il circule toujours, d'une banque à l'autre, d'un pays à l'autre, sous des formes blanchies, lavées par le temps. Mais son origine ne s'efface pas. Cet or est maudit, forgé dans les flammes des camps, trempé dans le sang. Et tant qu'il ne sera pas retrouvé, il continuera de hanter l'histoire, comme un spectre qui ne réclame qu'une chose, qu'on se souvienne de son prix. Le désert n'a pas d'odeur avant l'aube, juste ce froid sec qui mord les doigts et le ronron du moteur qui vibre jusque dans les os. Je roulais sur une portion d'autoroute quand la radio a chuchoté un appel banal. Véhicule immobilisé, probable pneu crevé. La fin de service approchait. Encore un coup de main, ai-je pensé. Rien qu'un geste humain sur un ruban d'asphalte vide. J'ai trouvé la berline blanche garée sur la bande d'arrêt d'urgence. Feu éteint, silhouette du conducteur un peu en retrait. Je me suis placé derrière, clignotant bleu qui peignait la glissière d'un éclat intermittent. J'ai fait signe à l'homme d'approcher côté passager. On a parlé du pneu, de la ville la plus proche. Il avait ce sourire flottant des gens réveillés trop tôt. Je lui ai proposé de le déposer jusqu'à la station. Il a hoché la tête, a dit merci, et la seconde d'après, le monde a basculé. Le métal a brillé, court éclair mat dans la lueur bleue. Un 9 mm sorti comme un tour de passe-passe. Ma gorge a brûlé. Pas un feu, une pointe vive, un glaçon qu'on avale de travers. J'ai porté la main à la plaie par pur réflexe en cherchant mon arme, mais l'homme avait déjà contourné le capot. 2 claquements secs ont déchiré la nuit côté conducteur. Une lumière blanche a mangé le bord de ma vision, puis s'est rétractée en un tunnel étroit. Je me souviens du goût de fer, des doigts poisseux, de son souffle dans l'habitacle quand il m'a poussé vers le siège passager pour prendre le volant. La sirène a hurlé une seconde avant de s'étrangler, coupé net. Nous avons filé dans la nuit, lui au volant de ma voiture, moi réduit au bruit de ma propre respiration, râpeuse, étrangère. Il m'a abandonné un peu plus loin, sur une bretelle déserte, au milieu d'un gravier froid qui sentait la poussière. Tout était silencieux, sauf mon cœur qui cognait comme un animal coincé. J'ai regardé le ciel sans étoiles en me disant que le désert n'a pas d'odeur avant l'aube, mais qu'il a une mémoire. Il garde ce qu'on lui donne. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas moi qui l'ai vécu, mais je l'ai entendu, dans le craquement des radios, dans le silence après des coups de feu, dans les yeux des collègues quand on leur a dit qu'on avait perdu l'un des nôtres. Un type solaire, toujours le premier à proposer d'aider. On a récupéré la patrouille plus loin. Échoué vide. L'homme à la berline blanche s'était déjà évaporé sur d'autres routes. Je fais partie de ceux qui l'ont traqué. Les heures ont défilé, se sont changées en jours. Les affiches, les briefings, les plaques d'immatriculation à vérifier, les habitudes à décrypter. Le fugitif avait déjà du sang sur les mains avant cette nuit-là. La berline était une voiture volée, appartenant à un propriétaire qui ne rentrerait plus jamais chez lui. C'était le genre de trajectoire qui avalait tout sur son passage. Mais cet homme a fini par se trahir tout seul, une imprudence bête, un papier tendu à un caissier, juste assez pour nous donner une adresse, un carré de rue tranquille où les pelouses sont nettes et les garages fermés. On s'est posté à 2, moteur coupé, vitre ouverte au petit matin. Le ciel avait cette couleur gris-bleu des journées qui hésitent. J'ai cru qu'on l'avait perdu, puis la radio a craché. Il file vers l'ouest. On a quitté la voiture. Les maisons s'alignaient, anonymes. Façade cuivre et brun, garage blanc. Nous avons pris chacun un côté de la première cour. Les passages étaient étroits, saturés d'odeurs de terre froide et de linge humide oublié dehors. Mon partenaire a murmuré, je l'entends. Des pas derrière un mur. Une silhouette noire qui se faufile par une ouverture minuscule entre 2 planches. « Police, arrête-toi !» Il a bondi par-dessus un muret. J'ai ralenti à l'angle. L'instinct parle plus fort que l'orgueil quand on craint une embuscade. Puis,
J'ai repris la poursuite. Le fugitif sautait de court en court comme un fantôme sans visage. Un chien s'est mis à aboyer. Quelqu'un a crié derrière une fenêtre. L'air sentait le plastique chaud et la poussière. J'ai prévenu à la radio que l'homme sautait par-dessus les clôtures. J'ai hissé mon torse au-dessus d'un mur à hauteur de poitrine, mais rien. Des éclats de voix au loin. Mon sergent a répondu, haletant, par ici. 2 détonations ont secoué l'air, puis 2 autres. Le son s'est répercuté entre les façades comme une balle de ping-pong. J'ai crié qu'il y avait eu des coups de feu au pas de course. On s'est retrouvés, mon sergent et moi, à cheval sur un mur mitoyen, en équilibre précaire, les yeux fouillant les angles. Une maisonnette pour enfants rose bonbon nous a paru sortie d'un rêve absurde. Le contraste m'a donné la nausée. On rampait avec une arme à la main au milieu des jeux d'un jardin de famille. À un moment donné, quelques secondes plus tard, une femme depuis une cour voisine a hurlé qu'elle avait vu l'homme. On lui a dit d'arrêter de bouger. L'homme s'est arrêté. L'homme s'est retourné. Il a feint d'obtempérer puis a piqué un sprint. Mon doigt a pesé juste assez. Un tir. Le recul m'a remonté l'avant-bras. Mon sergent a couvert. Le fugitif a titubé, a tenté un dernier mur et s'est effondré sur un chemin de gravier encore inachevé. De nouveau, on a dit à cet homme de ne plus bouger. Lui, avec un souffle râpeux, a dit qu'on n'avait rien contre lui. Un voisin a ouvert sa fenêtre et a dit qu'il avait trouvé une arme que l'homme venait de jeter. On s'est alors jeté sur l'individu. Il essayait de parler et réclamait qu'on l'aide, se plaignait de son bras. Du sang s'est allé en halo sombre sur sa manche. J'ai glissé ma main dans sa poche et j'en ai sorti un paquet vert. Je crois que c'était des cigarettes. Puis son portefeuille, son nom y était. Celui qu'on répétait depuis des jours. On l'a redressé. Une goutte de sang a roulé de sa lèvre jusqu'à son menton. Il a demandé grâce avec la même bouche qui avait supplié un policier sur une bande d'arrêt d'urgence quelques heures avant de l'achever. Le monde est plein de murs qu'on saute et de phrases qu'on avale. Les gyrophares ont envahi la rue. Bleus et rouges en cascade. Les civils ont disparu derrière leurs rideaux. Mon sergent a pris la radio pour clore la chasse. Les bracelets ont claqué. Les suites, on les a lues dans les journaux. Inculpation lourde, aveu. Une vie derrière des barreaux sans la moindre serrure côté espoir. Une salle d'audience pleine de blousons noirs et de cravates sombres. L'uniforme rangé mais le deuil encore visible. Des parents dignes qui parlent d'un fils qui n'ouvrira plus la porte en disant « je suis rentré ». D'enfants qui ne grandiront qu'avec des photos. On dit que le désert n'a pas d'odeur avant l'aube, c'est faux. Certains matins, il sent la poussière froide, l'essence qui s'évapore, la sueur et la peur. Et parfois, les pires, il garde le parfum obstiné d'un geste simple qu'on aurait dû pouvoir faire sans mourir, s'arrêter pour aider. Depuis ce jour, chaque fois que j'entends un cliquetis de cric, chaque fois que la radio murmure véhicule immobilisé, je sens la peau du désert se tendre. Alors, je vérifie mon matériel une fois de plus. J'inspire par le nez jusqu'à sentir l'air râper mes poumons et je descends de la voiture. Parce que c'est ce que faisait l'agent qu'on a perdu, parce que la peur ne doit pas gagner et parce qu'au bout de la route, quelque part avant l'aube, quelqu'un a vraiment besoin qu'on s'arrête. Le 7 octobre 1849, Edgar Allan Poe s'éteint après 4 jours d'agonie. Ces derniers mots, murmurés comme une malédiction, résonnent encore. « Seigneur, aide ma pauvre âme ». Il n'avait que 40 ans, et depuis, sa mort demeure l'une des énigmes les plus troublantes de la littérature. Tout commence le 3 octobre. À l'aube, un homme est retrouvé affalé sur un banc, inconscient, ses vêtements souillés, bien trop grands pour lui. À première vue, un vagabond en détresse. Mais lorsque le policier s'approche, l'horreur se dévoile. Il s'agit d'Edgar Allan Poe, l'auteur du Corbeau et de la chute de la maison Usher. Transporté au Washington Medical College, il délire, évoquant des ombres, des spectres, refusant de boire de l'eau comme s'il était hanté par une soif impossible à étancher. Le 7 octobre, il sombre dans le coma et perd la vie. Officiellement, la médecine conclut à une crise liée à l'alcool. Mais les témoignages ne concordent pas. Poe ne sentait pas l'alcool. Ces crises ressemblaient davantage à des hallucinations, à la rage même, selon certains médecins modernes. Alors que s'est-il passé? Une piste glaçante refait surface, celle du cooping. Cette pratique sordide, courante à l'époque, consistait à enlever des hommes, les droguer, les déguiser et les forcer à voter plusieurs fois sous de fausses identités. Beaucoup mouraient sous les coups ou l'effet des substances administrées. Poe est retrouvé devant un bureau de vote, vêtu d'habits qui ne sont pas les siens, et avant de mourir, il ne cesse de répéter un nom, Reynolds. Était-ce son bourreau? D'autres parlent d'empoisonnement, d'un complot familial pour empêcher son mariage imminent avec
Elmira Royster, d'autres encore de la rage transmise par un animal qui l'aurait dévoré de l'intérieur. Mais aucune certitude n'existe. Le mystère ne s'arrête pas là. Un siècle après sa mort, une silhouette inquiétante apparaît chaque 19 janvier, son anniversaire. Drapé de noir, écharpe blanche, large chapeau, il dépose 3 roses et une bouteille de cognac sur la tombe de Poe. On l'appelle le trinqueur de Poe. Durant plus de 60 ans, il revient sans jamais révéler son identité, comme si l'écrivain, jusque dans la mort, continuait d'attirer à lui les ombres. Aujourd'hui encore, la fin d'Edgar Allan Poe reste sans réponse. Victime de l'alcool, de la maladie, d'un complot ou d'une manipulation politique, nul ne le sait. Mais une chose est certaine, il est mort comme il a vécu, entouré de ténèbres et de mystères, comme si sa propre vie n'avait été qu'une ultime nouvelle fantastique dont personne ne connaîtra jamais la chute. Je m'appelle David, je suis né en octobre 1959 dans une petite maternité de Liverpool. Ma mère était d'origine jamaïcaine, mon père anglais. J'ai eu une enfance plutôt heureuse, mon père était médecin et ma mère couturière. On n'était pas riches, mais on ne manquait de rien. Et puis, l'été 1969 est arrivé. Moins d'une semaine après qu'on ait regardé, tous ensemble, l'homme posait le pied sur la lune, ma mère m'a assis à table. Elle m'a dit que papa ne rentrerait pas. Un accident au dock, mort sur le coup. Je n'avais que 10 ans, et ce jour-là, tout a changé. Ma mère n'a jamais vraiment surmonté la perte. Elle a commencé à boire, beaucoup, et les fins de mois sont vite devenues un enfer. On a quitté notre maison pour un appartement bien plus petit, et très tôt, j'ai dû apprendre à me débrouiller seul. Dans les rues de Liverpool à l'époque, les peintres laissaient peu à peu place aux pilules, au ganja, puis à l'héroïne, au crack, à la cocaïne. À Toxteth, là où j'ai grandi, les gangs, qu'on appelait des firms, géraient tout. Si tu voulais t'en sortir, tu devais choisir un camp. Et j'ai fait mon choix. À la fin des années 80, je bossais pour un type qu'on appelait Jabot. Je faisais équipe avec Jimmy, son cousin. On transportait de la drogue, on recouvrait des dettes, on servait parfois de chauffeur. Pas de hiérarchie compliquée, pas de titre, c'était juste nous, Jimmy et moi. Et ce Jimmy, c'était un psychopathe. Le genre à sourire pendant qu'il te brise la mâchoire. Moi, j'étais le gentil dans le duo, le bon flic. Jimmy, lui, jouait le rôle du mauvais. Un mot de travers et il s'enflammait. Mais ça marchait, notre réputation nous précédait. Et tout a basculé en 1989. Une firme rivale a décidé de marcher sur nos plates-bandes. Ils ont envoyé leurs dealers sur le territoire de Jabot et Jimmy les a interceptés. Ça a mal tourné. Il a pulvérisé le visage de l'un d'eux avec la roue avant de son vélo. Depuis ce jour, on l'a surnommé Tireface. On pensait que ça en resterait là. Mais un soir, la réponse est tombée. Une rafale de fusil à pompe dans le salon de Jabot. Ses 2 enfants jouaient sur le tapis et ils ont eu de la chance. Les plombs les ont manqués, mais Jimmy a vu rouge. La guerre a été déclarée. Et puis Tireface a frappé. Il a trouvé la sœur de Jabot, l'a laissée pour morte. Elle a survécu, mais de justesse. Jimmy est là devenu incontrôlable. On a commencé à le traquer. Il avait disparu. Un fantôme. Jusqu'au jour où on a appris qu'il s'était réfugié à Manchester. Jimmy m'a dit d'être prêt pour 14 h pile. On a roulé jusqu'à une petite maison isolée, un joli cottage. Jimmy a forcé l'entrée, mais il n'est pas revenu avec Tireface. Il est revenu avec sa fille, une gamine de 6 ans. Je n'oublierai jamais ses yeux, 2 grands yeux pleins de peur. On l'a emmené dans une ferme abandonnée, en plein milieu de nulle part. Le plan au départ, c'était simple, l'utiliser comme levier, obliger Tireface à sortir de sa planque, mais cet après-midi-là, tout a changé. La sœur de Jabot est morte. Infection nosocomiale, décès brutal. Quand Jimmy est revenu, il avait changé. Dans sa main, pas de sac de fish and chips comme promis à la gamine, mais une scie à métaux rouillée. Son visage était couvert de sueur. Ses yeux fous, il tremblait. J'ai compris, avant même qu'il parle. Jabot avait donné un nouvel ordre. Jimmy devait tuer la gamine. Et pire encore, il devait lui ôter la tête. Je me souviens de ma voix brisée. « Jimmy, qu'est-ce que tu fais ?» Pas de réponse. Il avançait pas après pas, vers l'enfant. La petite était attachée. Elle nous regardait sans comprendre. Je sentais mon cœur battre dans ma gorge. J'avais une arme sur moi. Et pour la première fois depuis le début, je l'ai sortie. Jimmy s'est vigé, dans son regard de l'incompréhension, de la trahison. Et c'est là que je crois qu'il a compris. Je lui ai dit la vérité. J'étais flic, infiltré depuis des années. Jimmy a blêmi. Sa main a tremblé, la scie est tombée au sol. Je lui ai ordonné de partir. Il savait que je n'avais pas le choix. Il savait que tout était fini. Dès qu'il a quitté la ferme, j'ai détaché la petite et je l'ai entraînée dehors. On a couru à travers champs, sans se retourner, jusqu'à trouver une maison où j'ai pu appeler des renforts. Ce jour-là,
Tireface a été arrêté. Jacob aussi. Jimmy, lui, a disparu. Je ne l'ai jamais revu. J'ai quitté Liverpool peu après, muté à Londres. J'ai continué ma carrière dans l'infiltration, participé à de grandes affaires, mais jamais rien n'a égalé ce jour-là. Des années plus tard, j'ai lu la déclaration de Tireface lors de son procès. Par la voix de son avocat, il a tenu à remercier le policier infiltré qui avait sauvé la vie de sa fille. Il ne savait pas que c'était moi. Parfois, je retourne à Liverpool, je marche dans les rues où j'ai grandi, et chaque fois, j'entends encore le cliquetis métallique de cette scie rouillée. Et je revois les yeux de cette petite gamine. Je sais que j'ai sauvé une vie ce jour-là, mais j'ai aussi perdu une partie de la mienne. À l'automne, la région des Finger Lakes, à la frontière canadienne, se couvre de couleurs flamboyantes. Les vignes ploient sous les grappes, les marchés s'emplissent de pommes et de cidre. On a ici un décor idyllique, presque romantique. Mais derrière cette carte postale se cache une ombre plus sombre. Car au cœur de ce paysage paisible s'élève un lieu que l'on dit maudit, le Naples Hotel. Construit à la fin du 19e siècle sur les ruines d'une ancienne taverne, l'hôtel a toujours été lié au sang et aux fantômes. Le site servait autrefois de camp d'entraînement aux soldats de Washington. Fatigués, blessés, parfois mourants, beaucoup y ont laissé leur dernier souffle. Et leurs âmes, dit-on, n'ont jamais quitté les lieux. En 1895, une nouvelle bâtisse victorienne fut érigée. Briques rouges, colonnes blanches, charme ancien, mais derrière cette nouvelle façade se cache une atmosphère lourde, presque suffocante. Très vite, une légende s'imposa, celle de Topper, un homme qui se serait ôté la vie par pendaison dans l'hôtel durant la période de la Prohibition. Depuis, son nom hante le grand salon du rez-de-chaussée. On y entend encore des chuchotements, des lampes vacillent sans raison, des porte-manteaux s'animent comme des pantins désarticulés, et parfois des ampoules se décrochent d'elles-mêmes. Mais le plus terrifiant reste l'apparition d'une certaine Alice, une femme en robe du 19e siècle accompagnée de ses deux enfants. Tous seraient morts ici dans des circonstances obscures. On la voit glisser dans l'escalier, traverser la salle à manger, et toujours, elle laisse derrière elle une odeur de lilas persistante comme un adieu. Depuis peu, les propriétaires actuels affirment avoir vu le spectre mutilé d'un soldat de la guerre de sécession errer dans les sous-sols. Un fantôme condamné à revivre sans fin ses blessures mortelles. En 2012, l'hôtel accueillit l'équipe d'une émission de chasseurs de fantômes. Les caméras captèrent l'inexplicable. Des tableaux se décrochaient seuls, toujours les mêmes, comme si une main invisible refusait de les laisser en place. Plus troublant encore, deux lampes de poche posées sur une table semblèrent répondre aux questions des enquêteurs, s'allumant l'une après l'autre comme si une voix désincarnée dialoguait avec eux. Aujourd'hui encore, le Naples Hotel attire curieux et passionnés de surnaturel. Certains murmurent même que l'esprit de Robert Kennedy, qui séjourna brièvement dans les années 1960, pourrait avoir rejoint la longue procession de spectres qui hante ces couloirs. Alors, derrière les murs victoriens et l'odeur de lilas, ne serait-ce pas un cimetière invisible qui continue de respirer dans l'ombre?